Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs. Merci de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision. 10-12, le Zénith démarre encore en ce jour avec vous. Comme à l'accoutumée, vous êtes nombreux à nous regarder avec beaucoup de plaisir et nous avons choisi justement de vous accompagner jusqu'à 12h avec des sujets aussi importants qui gravitent autour du Cameroun, mais des sujets qui nous parlent tous d'ailleurs ensemble pour une façon particulière justement de les rendre. Et nous sommes là avec un langage très simple pour permettre à tous les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur de rester présents et surtout connectés à ces sujets qui sont d'une importance capitale. Comment comprendre aujourd'hui la nouvelle collecte lancée par le professeur Maurice Kamto? On le sait, un document d'ailleurs qui circule sur la toile renseigne de ce que le MRC lance une nouvelle collecte en vue d'apporter un soutien aux déplacés de la crise anglophone, mais surtout aux prisonniers qui sont dans les prisons camerounaises, les prisonniers de la crise anglophone. Nouvelle collecte initiée par le professeur Maurice Kamto. Quelles sont les chances aujourd'hui pour que l'on puisse le dire, que cette collecte pourra retrouver des chances de pouvoir se mener sans souci? On s'en souvient qu'à l'issue du projet Survival Initiative, il a connu pas mal de soucis avec le ministre de l'administration territoriale et surtout pas mal de tractations autour. Est-ce qu'il a une nouvelle chance cette fois-ci de pouvoir mener à bon escient ce projet autour de cette nouvelle collecte initiée? On sait également qu'à l'issue du projet Survival Initiative également, le professeur Maurice Kamto a d'ailleurs fait l'annonce comme quoi on a eu un peu plus de 700 millions de francs CFA. Quelles sont les chances cette fois-ci d'avoir un pareil montant, voire plus, pour venir en aide aux déplacés de la crise anglophone, mais surtout aux prisonniers qui sont aujourd'hui, qui écument aujourd'hui les prisons au Cameroun revenant de la crise anglophone. Un autre sujet quand même qui passionne les Camerounais, c'est ce qui s'est passé à 48 heures dans la localité de Moyouka, ce vidéogramme de cette femme qui a été sauvagement tuée, mais surtout nouveau vidéogramme qui apparaît. Mais la question, c'est de se demander qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on en arrive à ce vidéogramme premier de la barbarie. Nouveau vidéogramme qui démontre, qui nous présente la femme à quelques heures de sa tuerie, mais surtout les photos qui sont projetées sur la toile aujourd'hui montrant 3 jeunes assis à même le sol et les citant comme étant les commanditaires de cette tuerie. Qu'est-ce qui nous fait dire aujourd'hui que ces preuves sont refutables ou encore irréfutables? Pourquoi il n'y a pas jusqu'à présent une sortie officielle, à la fois, comme on sait bien sûr le faire, des autorités en place pour nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé? On attend encore de savoir réellement ce qui va s'en suivre. Mais surtout saluer le Cameroun aujourd'hui à travers l'un de ses footballeurs émérite qui a fait vibrer tous les Camerounais hier. Il s'agit bien sûr de Maxime Choupo-Moting qui vient de conduire, vous le savez, le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Champions League 29 ans après effectivement. Finalement, c'est une fierté pour les Camerounais, mais surtout fierté pour l'image du Cameroun à travers Maxime Choupo-Moting que nous saluons ce matin et nous saluons bien sûr tous les fans de football. Le football peut-être n'a pas trop de place dans ce programme, mais nous parlons du Cameroun et sa construction. La grande équipe est au complet. Dona Brice Kamgang, Karine Sontiambon, Bengan, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Encore ce matin, nous allons vous servir jusqu'à 12h. Allons déjà dire bonjour à Bonbon Bengan Kanzi qui est avec nous ce matin. Bonjour Bonbon. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. On avait prédit la catastrophe pour l'Afrique avec l'arrivée de Covid-19. L'Afrique a su résister et c'est la presse française qui s'étonne de cette surprenante résistance de l'Afrique face à la pandémie. Pourquoi cette surprise? Non, parce que justement, nous avait traité de singes, on a inventé le sida, on a injecté ici, Ebola aussi, pour décimer la population africaine qui résiste toujours. Aujourd'hui, nous les Africains, nous résistons mieux à la pandémie Covid par rapport aux autres. Là encore, venez parler. Si on vous dit, nous sommes les maîtres du monde. Merci. Bon, Bengan, belle assertion. Là encore, venez parler. On attend de voir ce qui va se passer par la suite. Dona Brice Kamgang, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Les gars sont arrivés sur la Côte d'Ivoire ce jeudi. La Côte d'Ivoire, l'opposition appelle à une grande marche dans les rues d'Abidjan pour dénoncer le 3e mandat
qu'elle trouve illégal du chef de l'État sortant, Alassane Dramane Ouattara. Un appel qui rappelle l'épisode triste et douloureux de la crise post-électorale de 2010-2011. Que va faire Alassane Dramane Ouattara? Va-t-il jouer la carte de la prudence? Va-t-il laisser faire et voir les opposants marcher sur Abidjan, ou alors plutôt tenir le ton de la fermeté et réprimer sa manifestation? Les regards sont tournés vers Alassane Dramane Ouattara, dont le 3e mandat est très loin de faire l'unanimité sur le continent africain. Il a annoncé, il a fait savoir qu'il sera candidat. Souvenons-nous également qu'il y a quelque temps, il le disait à travers une tribune bien connue en Côte d'Ivoire devant le peuple ivoirien et l'Assemblée nationale ivoirienne qu'il devait prendre ses vacances. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara revienne aux affaires? N'y a-t-il pas d'autres personnes au sein du RHDP à même de tenir de prendre la tête du parti après bien sûr le décès de Amadou Ngom Coulibaly, l'ancien Premier ministre? On va tenter justement d'en savoir un peu plus sur ces questions dans les jours à venir, mais surtout de nous rappeler que pas très loin de la Côte d'Ivoire, en Guinée, juste à côté, le président Alpha Condé, lui, il est mieux depuis un petit moment, mais a quand même annoncé que d'ici le 18 octobre prochain, on va également rentrer dans une élection présidentielle en Guinée-Conakry. Allez, Karine Sonsa, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Un jeune homme est décédé depuis le 2 août dernier, notamment au quartier Crotor-Chefferie. Des suites de bastonnades, et depuis lors l'affaire croule entre commissariat et la justice. Pourquoi? Parce que notamment il y a deux versions qui se sont affrontées aujourd'hui entre le papa de l'enfant qui notamment, c'est vrai qu'il soupçonnait que son fils avait volé le téléphone de son voisin, et le voisin qui frappait sur l'enfant. L'enfant est décédé parce que le papa nous dit que le voisin a jeté une caisse de baffle notamment sur la tête de l'enfant, et ce qui a certainement poussé à ce que l'enfant perde connaissance. Il est décédé notamment sur le chemin pour l'hôpital à Quintigny, et aujourd'hui, arrivé notamment devant le commissariat avec cette affaire, le voisin dit plutôt que c'est le papa qui est à l'origine du décès de son fils. Donc on va essayer d'en parler dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Merci beaucoup, on le verra tout à l'heure. Dominique Audrey-Yengelek, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Je suis heureuse ce matin et je partage avec les téléspectateurs ces découvertes que j'ai faites. Il se trouve que 3 Camerounais de l'université de Bamenda ont mis sur pied une machine qui permet de découper les légumes. Aujourd'hui, le seul problème de ces 3 jeunes, dont les noms malheureusement je ne les ai pas en tête, ils ont besoin de financement pour pouvoir faire exploser ce produit qui va aider les ménagères. Donc, si jamais, au grand jamais, notre ministère de la Recherche scientifique et technologique, je crois qu'il y a technologique, recherche scientifique et technique, et de l'innovation. Technique et de l'innovation, voilà. Entend ce message ce matin, ils peuvent se rapprocher de ces étudiants-là et peut-être les accompagner dans cette autre découverte, invention technologique. Allez, c'est salut également, mais on va rappeler que le Cameroun a des millions de Camerounais futés avec pas mal d'idées dans la tête, et qu'il faudrait aujourd'hui, pour ceux qui sont des inventeurs, des créateurs, des innovateurs également, il faut que l'État du Cameroun fasse tout pour bien les encadrer. Dominique Audrey, on salue justement ces Camerounais qui devraient être encadrés par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Oui, voilà. Et merci Karine, c'est une invention technique, voilà. Pas technologique. Voilà, c'est technique. En oui. tout cas, on verra ce que ça va donner dans les jours à venir. Allez, avec vous également ce matin, l'histoire du jour, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un homme qui, je vais aller directement comme il a fait avec moi. Il m'a dit, si jamais, au grand jamais, mes beaux-parents et ma future ex-femme ne reviennent pas à la raison, on pourrait avoir l'épisode 2 de l'histoire des Takam. Je suis mariée depuis 16 ans avec Coralie. Nous vivons à Dikinmeki. Et jusqu'à l'heure, tout allait bien, tout était beau, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en réalité, ma belle famille ne m'aimait que parce que je faisais d'énormes cadeaux à ceux-ci. Et que lorsque je décide de diviser la poire en deux, et sans donner tout ce que je donnais avant, les vrais visages ont commencé à se faire voir. Et même ma femme a changé radicalement de comportement.
après cet épisode-là, avec ma femme, malgré qu'il y avait des tensions, j'ai décidé qu'on migre un peu du côté de Nituku. Mais malheureusement, arrivé là-bas, madame a disparu de la maison. Il a fallu qu'un de mes cousins... Où ça? À Nituku? Oui, Nituku. C'est où ça? Dans le Mbameinubu. Très bien. Voilà. Et c'est grâce à l'apport et à l'accompagnement d'un de mes cousins qu'on a pu détecter l'endroit où elle se trouvait. Je me suis rapprochée de ses parents et ses parents m'ont dit il n'y a que Dieu qui pourra sauver ton foyer. C'est la seule réponse qu'ils ont donnée à cet homme. Il est rentré chez lui dépité et lorsqu'on a repéré sa femme, on lui a présenté les papiers de procédure de divorce. Celle-ci les a effectivement reçus et elle demande à cet homme de lui donner 7 500 000 francs CFA à l'issue de ce divorce comme compensation ou bien pour se séparer. Donc cet homme-là aimerait comprendre comment une famille dans laquelle on a vécu quasiment 20 ans de sa vie peut être aussi fausse. Comment se comporter dans cette situation avec une femme qui vous a donné des enfants, avec qui vous vous êtes construit, une femme qui sait quels sont les avoirs que vous avez, mais vous demande quasiment l'argent que vous n'aurez peut-être pas toute votre vie. Et quel est le conseil? Parce qu'il aimerait qu'on aide également les familles. Comment se comportera sa famille si jamais, au grand jamais, ils décident d'en finir avec leur fille, puisque visiblement, elle veut lui prendre tout ce qu'il a et tout ce qu'il n'aura peut-être jamais. Il vous a quand même dit que le mariage était officiel, légal, oui, que les biens étaient communs. Très bien. Donc maintenant, il faut absolument... Elle demande justement que les choses soient divisées en deux. Elle veut, ça c'est pas divisé en deux. Elle veut 7 500 000 francs, sans compter les biens matériels, maisons et autres. Avant de quitter le monsieur? Oui, avant de le libérer, oui. Avant de le libérer? Ok. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à donner quoi que ce soit. Si on lui impose de donner ça, l'épisode 2. De Takam. Oui, malheureusement. En tout cas, madame, monsieur, on ne sait pas comment vous vivez ça, comment vous l'acceptez. Est-ce qu'il y a des réalités pareilles autour de vous? J'aimerais quand même ce matin dire, Dominique Audrey, que l'histoire n'est pas très loin justement d'une histoire que je connais personnellement. Un monsieur qui a vécu avec une dame, avec qui ils ont fait 10 ans, très jeune, c'est qu'on sait très bien. C'est pas la même histoire. Hein. Il y a la première histoire, c'est juste pour pouvoir faire le rapprochement. Alors, il y a 10 ans, on se connaît, on se marie après, et on fait des enfants, et on vit pratiquement 15 ans ensemble. Et la femme déclenche justement une procédure de divorce. Comme ça. Elle pousse l'homme justement à demander le divorce. C'est elle qui va en justice. Et maintenant, il y a une procédure au niveau de la justice. La justice tranche en faveur de l'homme. Mais elle s'enfuit avec les enfants, dont l'homme aujourd'hui, depuis pratiquement 5-6 ans, ne sait pas exactement où sont ses enfants, puisqu'ils en ont fait 3 quand même. Et la revendication de cette femme aujourd'hui, c'est de dire « Vends la maison et tu donnes ma part d'argent ». Donc, c'est juste faire le rapprochement avec l'histoire du jour. Mais l'histoire du jour est simple, madame, messieurs. Comment comprendre cet homme aujourd'hui qui, ayant vécu sa femme pendant près de 2 décennies, elle décide justement de partir de la maison sans crier gare, on ne sait pas exactement où elle est. Et l'homme, dans ses recherches, parvient quand même à mettre la main sur la femme, lui disant, ben, comme tu es parti de la maison, moi j'ai engagé une procédure justement de divorce, c'est qu'elle valide quand même, mais somme celui-ci a lui reversé 7 500 000 francs CFA en dehors des autres biens de la maison ou de la famille qu'il faudra diviser certainement en deux, afin de libérer ces derniers. Et la famille, justement, la réaction est assez forte quand même, celle de la famille de la femme. Lorsque l'homme va voir la famille de la femme, demandant qu'est-ce qu'on peut faire, peut-être pour qu'il y ait réparation, et que la famille dise que seul Dieu sait exactement ce que se passe entre ta femme et toi. Comment comprenez-vous? Comment l'analysez-vous? Comment l'acceptez-vous? Mais surtout, comment pouvons-nous comprendre aujourd'hui, mon Bengan, qu'il puisse avoir de pareilles situations? Les causes, pourquoi on arrive à cette situation où la femme demande 7 500 000 à son homme pour le libérer? Si elle demande 7 millions, ça veut dire au moins 2 choses. La première, c'est que son mari peut avoir les 7 millions. La deuxième chose, peut-être que son mari ne peut pas avoir les 7 millions et elle risque que ça peut bloquer le processus. Non, il n'y a que les deux. Soit son mari a l'argent et elle pense qu'on doit lui donner 7 millions, ou alors elle estime que son mari ne peut jamais avoir cet argent et ça pourrait bloquer le divorce. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas ça le fond de l'histoire, de mon point de vue. L'histoire a les zones d'ombre, beaucoup de zones d'ombre. Et c'est gênant d'avoir un point de vue assez objectif par rapport à ça. Madame, vous avez vécu plus de 2 décennies
dans ce que vous appelez convivialité, vous portiez des soutiens à votre belle famille et vous constatez que non, ce que j'apportais, ils m'aimaient parce que je leur donnais des présents, je commence quand même à tiquer. Bien sûr, à quel moment je commence à tiquer là. Maintenant, madame est sortie. Elle ne vous dit pas à ce moment où madame sort de la maison, c'est à ce moment qu'elle voit sa belle famille qui dit quoi? Parce que ici, elle nous présente le processus de divorce. Et c'est quand madame est sortie, quelles sont les procédures qu'il a mises en place? Sa belle famille encourage. Voilà, il ne dit pas, mais il dit la belle famille encourage. Le mieux aurait été de dire on a eu tel type de problème à la maison, madame est sortie et sa famille l'a soutenu comme ça, contre ma version qui disait ça. Parce que là, on ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est une femme qui était battue, qui reprochait des choses à son mari. Parce qu'il a arrêté de donner l'argent à la famille de sa femme. C'est ce qu'il lui dit. Voilà. Le problème, qu'est-ce qui justifie ça? Je dis c'est une histoire qui a trop de zones d'ombre. Ne croyez-vous pas que nous avons des familles qui sont jetées, sont des familles aux gémonies? Ne croyez-vous qu'il n'y en a pas qui sont très intéressées, mon Bengal? Non, si, il y en a. Il y en a beaucoup. Il y a des familles qui sont très intéressées. Et une fois, quand le beau-fils se rend compte que la famille n'attendait que mon argent, lui dit bon d'accord, je vais fermer les vannes. Là aussi, ça devient un problème pour le garçon. Là aussi, c'est une mauvaise réflexion de la part de ces beaux-fils qui réfléchissent comme ça. Parce que la première chose à connaître quand vous épousez la fille de quelqu'un, dans notre tradition, c'est quoi? Vous allez entretenir votre belle famille, votre beau-père et votre belle-mère, c'est vous qui devez les enterrer. Vous ne tenez pas compte s'ils ont les enfants qui sont ministres, DG ou ingénieurs ou quoi que ce soit. Vous ne tenez pas compte de ça. Et vice-versa. En fait, lorsqu'on vous parle de la vie communautaire, vous réfléchissez à ça avec les yeux de l'Occident. C'est ça qui fait que vous ne percevez pas vite les subtilités qu'il y a dans le mariage traditionnel africain, ou alors dans ce que nous vous demandons d'observer dans le mariage. Donc, j'ai aimé, et il y a des familles, effectivement, qui sont portées vers le matériel. Ça existe. Et quand vous avez donc des choses comme ça, vous faites comment? C'est le jeu là qui tue. On vous dit toujours, votre famille est employée, alors vous met devant des situations que vous jugez compliquées. Parlez-en à votre beau-père, il résiste. Mais retirez-vous, cherchez votre père de chef de famille. C'est votre chef de famille qui va poursuivre le processus. Mais quand c'est vous qui vous mettez en disant, mais oui, j'ai pris l'engagement d'envoyer 50 000, mais quand j'ai commencé à envoyer 20 000 et tout, ils n'ont même pas compris que nous avons déjà 6 enfants, que moi-même les revenus ont... Vous voyez, c'est d'abord quoi ce projet? C'est quoi ce projet justement qui consiste à, je sais pas, donner l'agence à la belle famille alors que je n'explique pas. Mariage. Écoutez, c'est le justement, mariage. ce n'est pas comme ça que ça se fait. Des enfants. C'est vous qui avez mis le matériel devant. En avant. C'est vous qui avez mis le matériel. Vous prenez la fille de quelqu'un, vous savez que le jour où ma belle-mère est malade, mon beau-père, de temps en temps, tu apportes des soutiens. Automatiquement. Bon, il est malade, tu n'attends pas que son fils qui est ingénieur, je ne sais pas où, vienne. Non, vous venez d'abord. De la même manière que la femme que vous avez chez vous. Votre maman est dans les mêmes situations difficiles. C'est d'abord elle, sans tenir compte qu'elle a même une de ses filles qui est médecin. Or, vous êtes là, vous venez d'abord, et peut-être vous appelez. Ces subtilités-là, quand on ne les met pas devant, on met le matériel, on met des trucs, ça plombe tout le processus. Et chacun va commencer à dire, moi ceci, tirer la couverture de son côté. Est-ce que ça doit donc conditionner l'amour qu'on a pour son beau-fils? Qu'est-ce qu'on appelle l'amour? Justement, lorsqu'on met le matériel devant, vous allez mettre l'amour où? L'amour n'existe plus à ce moment-là. Merci Mohamed Gan. Justement, quand vous aimez une femme et votre famille commence à vous dire là, comment il faut bien suivre et mettez votre... Karine Sontia, quelles sont justement vos impressions ce matin sur ce sujet? Comment vous l'analysez? J'ai l'impression qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Et il y a eu une mauvaise lecture du conjoint.
le conjoint, le monsieur a fait une très mauvaise lecture de la personne qu'il voulait épouser. Et puisqu'en Afrique, on n'épouse pas seulement la femme, on épouse toute la famille, il n'a pas compris le système de fonctionnement de cette famille. S'il avait compris, il ne serait pas dans ce genre de problème. Il y a des familles qui interprètent les choses en fonction de l'intérêt. C'est-à-dire que s'il y a une situation à la maison, vous gérez en premier, c'est là où vous êtes le bon beau. Il y a des familles où lorsqu'on dit que papa est malade, vous envoyez des liasses de billets, vous êtes le meilleur des beaux-fils. Lorsqu'on dit que maman a son anniversaire, vous organisez les anniversaires surprises, vous êtes le beau-fils spécial. Mais lorsqu'il y a une situation et qu'on vous appelle, vous attendez même qu'on vous appelle pour vous dire qu'il y a eu telle chose et qu'on a besoin d'argent, c'est là où vous commencez à devenir mauvais parce que vous avez attendu qu'on vous appelle pour vous demander. Et pourtant, on ne prend pas en compte le fait que les gens sont parfois aussi dans le besoin. Il y a des familles comme ça où le monsieur, il a perdu son travail et il avait déjà quand même une maison avec des locataires et sa femme, ils avaient déjà aussi des grands enfants, certains sont mariés, sa femme a monté les enfants contre lui et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ses enfants ne veulent même pas le voir en peinture. Elle vit chez ses enfants et elle a intenté une procédure en justice pour récupérer tous les biens sur lesquels le monsieur récupérait le loyer. Donc le monsieur vit comme ça là, il est toujours dans la région de l'Est là, il vit comme ça, ce sont ses frères, ses sœurs à lui, à qui il a même refusé de l'aide, qui aujourd'hui voyagent pour aller prendre soin de lui, le laver, le nourrir et autres. Et pourtant il a femme, enfant et petit-fils. Donc il faut bien comprendre, il y a mauvaise lecture du conjoint et on arrive là parce que parfois pour se marier, on regarde les jewelries, c'est-à-dire ce qui brille. Les bijoux, les parures, les belles formes et autres. On oublie qu'au-delà de cela, il y a les valeurs morales de la personne qu'on veut épouser. Et on arrive souvent à ce genre de situation. C'est pourquoi ça nous peine souvent de parler en faveur des femmes parce qu'il y en a qui parfois brillent par une certaine... je ne sais pas comment on appelle ça, par une certaine inconscience en faveur de ce qui se passe. Vous ne pouvez pas avoir les enfants et vous comporter comme si vous n'en aviez pas. Quand il y a déjà des enfants dans un couple, vous commencez à découcher pour aller dormir ici, aller là-bas, partir avec les enfants, sortir avec... C'est incompréhensible. Et à chaque fois qu'il y a des enfants dans une situation, que ce soit divorce ou bien de vie commune, tout change. Les causes empiriques peuvent être basées sur quoi? La mauvaise éducation, le mauvais apprentissage des valeurs, la mauvaise restitution des parents, c'est pas la mauvaise éducation du mariage. L'orientation qu'on a donnée à ces enfants-là, c'est souvent que l'homme doit donner. Et quand il ne donne pas, il arrête d'être homme. C'est de ça qu'on parle. Et pourtant, vous savez que dans un couple, à un moment donné, vous pouvez avoir les mains coupées. Et dès que vous faites un accident, vous avez les mains coupées. Vous êtes invalide. Comment est-ce que vous devez faire? On doit vous abandonner? C'est de ça qu'il est question. Et vous voyez que le monsieur aujourd'hui, elle lui demande de lui donner 7 millions de francs CFA. Donc quand ils étaient ensemble, ils dormaient ensemble, ils faisaient les enfants là. C'est lui qui profitait d'elle et elle aussi, elle n'en profitait pas. Du coup, il faut qu'il rembourse. C'est de ça qu'il est question et c'est déplorable qu'on en arrive là. Il faut que les gens... Croyez-vous justement qu'il y ait des familles qui éduquent leurs enfants? D'ailleurs, vous l'avez peut-être donné en filigrane. Y a-t-il des familles qui éduquent seulement leurs enfants dans le sens où elles doivent avoir la main tendue? Elles ne sont pas dans l'esprit de la complémentarité qui est évoquée et de la conquête personnelle dans le mariage. Il y a aussi la conquête personnelle de soi. Parce que lorsque vous arrivez quand même à avoir une certaine indépendance économique, moi, on nous dit souvent ici que l'argent de la femme, c'est l'argent de sa famille. Vous aurez de moins en moins les possibilités, si votre mari n'a pas d'argent, de demander à votre mari avant de donner à votre maman, par exemple. Et elle comprendra que c'est parce que sa fille est mariée que sa fille lui en donne. Mais lorsque vous êtes dans une situation où vous vous transformez en indigente parce que votre mari a suffisamment d'argent pour prendre soin de vous et de la famille, vous devenez ce que vous devenez. Et au moment où l'homme n'aura pas, vous allez chercher un autre gibier qui en a et ça va devenir le désordre. Très bien. Donna Brice-Kamgang, avoir des parents qui sont peut-être très intéressés vis-à-vis des enfants qu'ils ont dans des foyers et parfois manipuler ces derniers, les amenant à quitter leur propre foyer au lieu de les encadrer, qu'ils aient l'argent ou pas. Comment est-ce qu'on peut comprendre de pareilles attitudes aujourd'hui? Bon, je voudrais d'abord dire que après 16 ans de mariage, beaucoup de choses peuvent changer. Après 16 ans de mariage, on a un peu plus d'enfants. Après 16 ans de mariage, je suppose qu'il s'est marié en travaillant, c'est la moindre des choses. Après 16 ans de mariage, si on travaille, il est possible qu'on soit déjà à la porte de la retraite, qu'on n'ait plus la force physique de départ pour assumer certaines responsabilités. Je peux donc expliquer à partir de ces éléments-là le changement dans l'attitude de l'homme qui au départ
sponsorisait, passez-moi l'expression, sponsorisait la belle famille à volonté, et que maintenant c'est devenu un peu plus compliqué. Il y a des enfants qui sont là, il faut pouvoir assurer. Moi, je suis particulièrement remonté contre cette race nouvelle, relativement nouvelle, de belles familles qui ne perçoivent en l'homme qu'une source intarissable d'argent et qui n'envisagent pas qu'un jour ou un autre, pour une raison ou une autre, l'homme ne puisse plus être à mesure d'assurer autant qu'il le faisait au départ. Parce que l'histoire nous dit très bien qu'au départ, le gars, il assurait, comme on dit. Il donnait de l'argent de façon assez consistante à sa belle famille. J'ai l'impression qu'il tient beaucoup à sa Mais sa justement, belle famille. on peut se poser la question. Lui, qui a beaucoup d'argent, c'est vrai, il peut en donner, il peut en faire ce qu'il veut, mais n'a-t-il pas de projet? N'a-t-il pas d'enfants? Ne peut-il pas justement penser à l'avenir de ses enfants? Ou encore même penser à une retraite méritée pour sa femme et lui-même, donner le peu qu'il peut donner justement à la belle famille, comme on le disait tout à l'heure, s'occuper de son beau-père, sa belle-mère, dans le cas où ces derniers sont malades. Ces familles outrancièrement capitalistes et individualistes, moi j'ai envie de leur dire que sur l'échelle des valeurs, l'argent vient en deuxième voire troisième position. Et malheureusement, pour ces familles qui malheureusement sont de plus en plus nombreuses, elles pensent que tout commence par l'argent et finit par l'argent. Évidemment qu'il faut de l'argent pour qu'un couple fonctionne normalement. Mais si on réduit tout à l'argent, si on ne respire que l'argent, si on ne parle qu'argent, mon chose c'est l'argent, ça devient compliqué. Si l'argent est le début et la fin de tout, ça devient extrêmement compliqué. L'épanouissement moral, psychologique d'une femme, d'un homme dans un couple est extrêmement important pour l'équilibre du couple. Il y a des familles qui ont beaucoup d'argent. Encadré par des familles. Il y a des couples qui ont beaucoup d'argent, qui ont toutes les voitures, les belles voitures du monde, mais il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas d'épanouissement, ils ne sont pas à l'aise, ils ne jouissent pas de leur mariage. Donc, je salue cet homme qui a... j'ai l'impression que pendant 16 ans, c'était vraiment... tout roulait comme sur des roulettes. Aujourd'hui, il semble avoir chuté, on trouve en lui le pire des maris, le pire des époux que la fille n'a jamais eu. C'est extrêmement regrettable. Très bien. Il y a même des familles, de la Brescam, vous l'avez très bien dit, aujourd'hui qui choisissent de réparer des mariages entre leurs filles, soit parfois leurs fils, et d'autres filles et d'autres fils aussi, des autres familles. Parce qu'on se dit, bon d'accord, on est un monsieur, on est un tout petit peu aisé, et on ne souhaiterait pas que son fils ou sa fille aille en mariage avec quelqu'un d'une famille plus ou moins modeste, parfois même très pauvre. Alors qu'en réalité, c'est l'amour qui devrait d'abord lier les deux personnes, qu'il y ait l'argent ou pas, ce sont que des biens éphémères, on s'en va et on laisse. Dominique André, votre point de vue justement, est-ce que vous avez peur que, véritablement, quand il vous raconte l'histoire, qu'on aboutisse à un deuxième fait semblable à celui de Takam, déroulé aux États-Unis? Si le fait, c'est que ce sera simplement l'expression de sa lâcheté. D'accord. Oui. Vous parlez bien sûr de l'homme là. Et comment appréciez-vous le comportement de la femme? C'est une femme qui est prête à divorcer et elle voudrait avoir compensation. Sauf si vous allez me dire que lorsqu'on divorce d'un homme, on s'en va sans rien. On peut le faire. On peut le faire aussi. C'est le partage de communauté. C'est donc quoi le problème alors? Si elle a établi qu'elle a abandonné et qu'elle a voté, on n'est pas nécessairement... qu'elle avait un autre homme. Je crois que, oui, s'ils ont intenté une procédure de divorce, ce sera aux tribunaux de décider si elle doit avoir ces 7 millions de francs ou pas. Mais je sais du moins que lorsqu'on se sépare d'un homme avec lequel on a construit des choses, on doit avoir sa part. Maintenant qu'ils ne brandissent pas l'argument takam, machin pour faire peur à la femme ou bien à sa famille, il doit dédommager, entre guillemets, cette femme pour toutes les années qu'elle a passées avec lui. Maintenant, le montant sera relatif. C'est un mariage contractuel, ça veut dire il y a un contrat bien commun, mais le dédommagement, il faut quand même qu'il y ait une décision de justice. Oui, mais c'est justement dans les procédures de divorce, la femme dit ce qu'elle attend de ce mariage. D'accord. Oui. Monsieur Michel, on se sépare, je veux votre cravate, je veux vos lunettes, je veux votre montre et vos paires de chaussures, toutes vos chaussures. Maintenant, c'est au tribunal qu'on va décider de vous en donner 2 ou pas du tout, ou de me les donner complètement ou bien de ne rien me donner. Mais d'abord, elle a le droit de demander ce qu'elle veut. C'est sa liberté. Elle a été mariée avec vous, elle vous a accompagné, elle vous a aidé à construire ce que vous avez.
Donc vraiment, contre cette femme, moi, j'ai pas de reproche. Mais Il faudrait qu'on soit... Vous avez dit une fois sur ce plateau que lorsqu'une femme part, elle doit partir seulement avec son vêtement. Lorsqu'elle décide de partir de chez elle, non? Mais elle est partie. Ça, c'est un divorce. Ça, c'est un divorce. Mais je m'attendais à avoir une Dominique ce matin peut-être un peu plus conciliante, quand même, qui dit aux femmes, vous n'êtes pas obligé de divorcer si vous n'avez pas des preuves, justement, des actes assez difficiles qui vous amènent à divorcer. On aurait souhaité bien sûr qu'il y ait conciliation, qu'il y ait entente et que vous vous remettez ensemble. Michel Ngachou, c'est l'homme qui a demandé le divorce. Non, mais elle est partie. Mais si votre mari demande le divorce... Elle est partie de la maison. Oui, mais avant, parce que cet homme, visiblement, moi, je ne vois pas où il a essayé d'arranger le problème. Votre femme est partie de la maison. Votre belle famille vous dit que remettez-vous à Dieu pour gérer ce problème. Vous n'appelez pas votre famille à vous. Est-ce que c'est largement suffisant de se remettre à Dieu et c'est ce que sa belle famille lui a dit. Est-ce que c'est une réponse évidente qu'une belle famille devrait donner au beau-fils? Par amour, après 16 ans passés avec cette femme, après avoir eu des enfants avec cette femme, qu'est-ce que vous avez fait pour la reconquérir? Parce que visiblement, la femme n'y est plus. Et pourquoi elle n'y est plus? Mais Dominique, j'ai un problème. Je vais vous couper le temps. Allez-y, non, parce que il n'y a pas de souci. Pourquoi ne voir que les choses sous le prisme selon lequel, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Vous et moi, on vit ensemble. Oui. On a nos enfants. Et vous quittez la maison, vous partez. Je vais voir quand même votre famille. Oui. Et votre famille me demande de me remettre à Dieu. Oui. Pourquoi la famille ne demande pas justement de voir la question des enfants? Pourquoi la famille ne s'interroge pas sur qu'est-ce qu'on fera des enfants? Parce que ce ne sont pas que mes enfants ou les enfants de ma famille, c'est aussi les enfants de cette famille-là. Oui. C'est pas comme ça qu'on attendez, perçoit ça. Je dis, les enfants, on les pose sur la tête. Les familles des enfants. Les enfants, là, on les pose sur la tête pour marcher avec. Oui, mais parce que les enfants également, c'est important, il faut les protéger. Qu'est-ce qu'on fait? Les protéger de quoi? Vous êtes leur père, je suis leur mère. Attendez, Michel. On ne va pas demander à une femme ou bien à un homme qui ne se sent plus... Ici, plusieurs fois, on a dit à des hommes. Des hommes ici ont demandé à des hommes de chasser leurs femmes. Est-ce qu'on a demandé à ces hommes-là de penser aux enfants? Non. Si vous êtes dans une relation où... Pardon, ça ne marche pas. Au lieu de rester avec une femme qui va vous manquer de respect, une femme qui va vous insulter, qui va vous tromper avec le voisin, qui peut même vous donner la rata chop d'ail parce qu'elle ne veut plus vous voir, vous la laissez partir. Et cet homme est dans cette logique-là. Il s'est rendu compte ou bien il n'a pas fait suffisamment d'efforts pour essayer de reconquérir sa femme. Tout ce qu'il a fait, c'est appeler quelqu'un. Où va-t-il donc prendre 7 millions et demi puisqu'il dit qu'il n'en a pas? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? La femme a demandé. Maintenant, ils doivent aller... suivre des procédures judiciaires et là-bas par rapport aux avoirs de l'homme, on va lui donner une sorte de pension. Bombok l'a mentionné, si elle demande 7 millions, soit il en a pour donner, soit il n'en a pas. Mais je pense puisqu'il en a, puisqu'il dit qu'il n'est pas prêt à donner un copec à cette femme. Mais cette femme a été avec vous. Vous devez lui donner quelque chose. Même si c'est de façon symbolique. De bien commun. Elle-même, elle a cherché quoi pour qu'il se partage. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'en réalité... C'est dans ça le piège avec le bien commun. Si l'homme a 100 000 et il a 25, c'est la moitié. Il n'y a pas de piège ici. Il n'y en a pas. S'il y a un piège, c'est que la femme est prise dans son propre piège. Elle est prise dans son propre piège. Et je constate justement pour cette raison que les femmes ont peur du phénomène Takam. Parce que les hommes peuvent justement régler l'injustice par d'autres manières. Oui. Non, le problème c'est la femme qui est partie. L'histoire nous dit que la femme est partie de la maison. C'est pas l'homme qui cherche la femme. Voilà. La famille de la femme a dit remets-toi à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a donc beaucoup de sous-entendus. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'en fait que cette femme pourrait être de connivence avec sa famille. En lui disant, voilà, comme ton mari ne nous donne plus part. Bon, à ce moment-là, elle a donc quoi? Puisqu'il y aura un jugement, si je ne donne pas, aller au tribunal ne veut pas dire qu'on va prononcer le divorce. Le même jour, ça si je dis, non, mais ça, on appelle aussi l'homme concerné, je ne vous donne pas. Qu'est-ce que vous ferez? Non, ce n'est même pas là-bas. Avant d'y arriver, le tribunal vous regarde, vous juge. On vous envoie d'abord essayer. Vous juge et justement, si c'est établi que cette femme n'avait pas de raison de quitter son foyer, elle n'aura même pas un copec. Très bien. Elle n'aura même pas un copec. Donc, et en calculant le nombre de temps qu'elle a fait dehors, elle pourra tout perdre. Bon, maintenant, si vous permettez, oui, brièvement, je veux sortir du contexte mariage homme-femme. Même dans nos familles, nous avons ces phénomènes-là. On a des frères, on a même en amitié des gens qui ne sont avec vous que lorsque vous pouvez leur apporter quelque chose. Lorsque vous cessez de le faire, ces personnes-là se détachent définitivement de vous. C'est pour ça que moi je dis tous les jours, justement aux hommes qui cherchent les femmes et autres, ne mettez pas l'argent devant lorsque vous voulez aborder une femme. Présentez-vous comme un homme qui n'a rien,
qui n'a Donc, rien soyez du tout. vous-même en fait. Non, vous pouvez être vous-même et avoir beaucoup d'argent. Hein. D'accord. Donc il faut cacher cette partie-là parce que grandir moi, je suis ça, pas d'accord. C'est ça même veut bien. dire que Moi, je suis pas Il faut d'accord. mettre ça devant pour voir si suis la pas femme d'accord. est une panthère. elle va venir manger l'argent Voilà, et et elle à va ce moment-là, partir. donc, elle est venue. Ce n'est pas bien. Un an après. Non, mais Pourquoi la femme c'est elle-même, pas donc, bien. Dominique, vous voulez C'est nous ce qu'il y a dire à que faire, hein. la femme, elle est tellement accrochée à l'argent qu'elle ne saura jamais faire le distinguo en disant à cet homme, oui, mets l'argent de côté, genre on va gérer ensemble. Ah, bon. Voilà. Mais, et Les puis femmes le famille de d'aujourd'hui, Nziki, il avait de D'accord. l'argent. La preuve, c'est que pendant 16 ans, il n'a pas failli, entre guillemets. Malheureusement. Il a juste décidé comme ça de ne Non, plus en mais donner parce parce qu'il s'est rendu que compte quand on que la se belle rend famille compte Pour quelle raison est-ce qu'il a décidé de le faire? Est-ce que c'est parce qu'il n'est plus dans la mesure de le faire, ou alors Il a peut-être parce que la décidé. belle famille a une attitude qu'il n'apprécie pas? Ça sont des choses qu'il faut. Ça, c'est Parce l'histoire que qu'on ne dit pas. il dit Peut-être que ceci. la femme a observé un Il comportement dit ceci, qui je me n'était suis pas bien. rendu compte que ma belle famille ne m'appréciait que parce que je leur faisais des cadeaux. Et ça, c'est un problème. C'est un gros problème en même temps. Ça peut même être. Et il a justement donc l'origine. arrêté. Et Et il voilà arrête. les problèmes. Et Maintenant, il faut arrêter. sa femme peut Effectivement. Vous divorcer. constatez ça, vous arrêtez. Merci, Laissez-la merci à vous justement pour vos différents points de vue sur cette question ce matin. Vous qui nous regardez ce matin, qu'est-ce que vous en dites véritablement? Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Vous avez les pages 10-12 Le Zénith sur Facebook ou encore Equinox TV. Merci d'aller rapidement vous y abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, laissez-nous vos commentaires. Et pour ceux qui nous regardent en live, laissez-nous vos commentaires, on le lira tout à l'heure. Dans un instant, madame, messieurs, on parlera bien sûr de la colère. Une colère exprimée ce matin par Donald Brice Kamgan. Voici la colère. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur le laxisme diplomatique du Cameroun. Le chef de l'État vient de nommer Churchill Ewumwe Monono comme ambassadeur du Cameroun en Éthiopie. Jusque-là, conseiller technique à la présidence de la République, ce produit de l'IRIC, l'Institut des Relations internationales du Cameroun, nommé hier, remplace Jacques-Alfred Doumbé Eboulé, décédé en août 2019. Petit calcul, cela fait 1 an que le Cameroun n'avait plus d'ambassadeur en Éthiopie. Depuis plusieurs années, cette attitude de vide diplomatique est observée dans la politique extérieure du Cameroun. Depuis 2010, date de nomination de Martin Bangangele comme délégué général à la sûreté nationale, le Cameroun n'a pas officiellement un nouvel ambassadeur en Espagne. Après la nomination, le 2 mars 2018, de Samuel Vondo Ayolo comme directeur du cabinet civil de la présidence, l'ambassade du Cameroun en France, poste qu'il occupait jusqu'alors, est resté pendant 1 an sans ambassadeur. Ce n'est qu'en mars 2019 qu'Alfred Nguini a été promu au poste d'ambassadeur du Cameroun à Paris. Depuis le rappel en octobre 2017 de Ekane Ekwele, qui assurait les fonctions de haut commissaire du Cameroun en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, le poste diplomatique du Cameroun à Londres est resté sans ambassadeur jusqu'à ce jour. À l'observation, le vide diplomatique est entretenu dans les postes stratégiques du Cameroun à l'étranger. Si on pourrait comprendre un relâchement dans des pays de moindre envergure, l'absence des ambassadeurs camerounais dans des pays à forte personnalité et à forte envergure internationale interroge. La France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, membre du G7 et du G20, partenaire de premier rang du Cameroun. L'Éthiopie, où Yaoundé a laissé passer 1 an sans ambassadeur, abrite le siège de l'Union africaine.
dans la diplomatie camerounaise, l'ambassadeur du Cameroun à Addis Abeba est en même temps le représentant du Cameroun auprès de l'Union africaine. L'Espagne est l'une des principales puissances européennes et relativement une puissance internationale. À Yaoundé, certaines sources proches des milieux diplomatiques expliquent ces vides permanents par des arbitrages nécessaires à faire et l'équation des ressources financières à régler pour nommer ces ambassadeurs. Mais à l'analyse, ces arguments sont bien courts si l'on les confronte aux faits. Qui croirait en effet que c'est la disponibilité des moyens financiers dans le contexte actuel où les caisses de l'État sont rongées par la guerre sanitaire contre le coronavirus qui justifie la nomination d'un nouvel ambassadeur en Éthiopie, à Addis Abeba. Quoi qu'il en soit, la nonchalance avec laquelle le pouvoir remplace les ambassadeurs du Cameroun à l'étranger dessert les intérêts du pays. Pour avoir aujourd'hui une stature à l'échelle internationale, pour être un pays fort à l'échelle mondiale, les États se donnent les moyens d'être présents. Comment peut-on entrevoir une diplomatie forte en soyant autant immobiliste? Comment assurer le rayonnement international du Cameroun en soyant autant laxiste? S'il faut ajouter à ces trous non comblés, dans les postes diplomatiques du Cameroun à l'étranger, la rareté, l'absentéisme du chef de l'État camerounais aux grandes rencontres internationales, en Afrique centrale, en Afrique ou à l'international, la coupe est pleine. Les pays forts ou qui veulent être forts se donnent les moyens d'avoir une influence internationale pour porter leur voix sur les grandes places mondiales. Stop à cette inertie diplomatique. À demain. À demain, Donald Brice Kamgang avec une nouvelle interpellation encore, madame, messieurs. Merci bien sûr pour cette livraison ce matin et vous avez choisi véritablement vous arrêter sur une question qui interpelle les Camerounais, les nombreux, les millions de Camerounais qui nous regardent à travers la planète aujourd'hui, qui sont dans tous les pays du monde effectivement. Et vous parlez bien sûr de vide diplomatique. Parfois, il y a des pays qui n'ont pas de représentation diplomatique et il y en a même qui ont des représentations diplomatiques sans ambassadeur. Et on va peut-être citer quelques pays aujourd'hui qui connaissent pas mal de problèmes. Pas de représentation consulaire. Comment l'expliquer véritablement aujourd'hui? Donald Brice Kamgang, vous touchez quand même l'un des points fondamentaux, justement, l'immobilisme et le laxisme répétitif, mais surtout constaté auprès de ces représentations consulaires. Mais surtout, vous estimez que le chef de l'État est d'une rareté, voire d'une absence exprimée, jamais passée par ces représentations diplomatiques. C'est assez compliqué quand même. Mais bon, Bengan, Donald Brice touche un des points importants ce matin, vide diplomatique, et il prend un exemple palpable. Comment peut-on être DGSN au Cameroun en même temps et être, vous le savez, ambassadeur du Cameroun en Espagne, vide diplomatique effectivement. Comment font les Camerounais de l'Espagne quand ils y vont alors qu'on sait que l'ambassadeur du Cameroun de l'Espagne est DGSN au Cameroun? Comment comprendre cette réalité? Non, c'est effectivement le laxisme. Et je pense que le chef de l'État avait lui-même dénoncé ce qu'il a du mal à réparer, et même aujourd'hui. Quand il parlait des goulots d'étranglement, il parlait de... J'oublie le mot qu'il avait utilisé là, le mot que... Voilà. Donc, c'est lui-même qui provoque cela. On n'a pas une diplomatie de présence. Je me rappelle encore, je pense que c'était avec... Yann Philémon, il est tellement resté au Canada où le Premier ministre canadien s'est offusqué. Il a dit, mais quel est cet homme qui il a un titre foncier ici? Donc voilà, quand on voit toutes les représentations diplomatiques des pays changent tous les 3 ans, 5 ans, on change, mais le gars est là-bas. Paul Pondy, par exemple, était resté, je pense, plus de 20 ans aux États-Unis. On oublie.
je pense, Serge Melaga est resté comme ça en Allemagne pendant plus de 20 ans. Il était même devenu vieux. Donc, c'est terrible quand même. Hein. Au moment où on parlait de la diplomatie de présence, je ne comprends pas. Et justement parce que nous avons des antériorités pour montrer la diplomatie de présence. Et je vous prends un cas, exemple, en 1972, Zoé Kangaki devient secrétaire général de l'OUA, il remplace Diallo Telli qui venait d'être assassiné. Et également, Diallo Telli avait comme directeur de cabinet Ndjoleya, Eugène Ndjoleya, ancien footballeur. Bon, vous voyez comment vous avez, quand vous voulez, on était quand même un membre, créateur de l'OUA et on jouait une présence terrible. Et le problème c'est quoi? Zoé Kangaki a apporté la honte non seulement du Cameroun mais de l'Afrique. Il a signé un mauvais contrat avec, ne parlons pas un peu, avec une firme pétrolière. La honte a fait que le Cameroun aurait dû perdre le poste. Mais précisément parce que nous avions une diplomatie de présence, on a procédé seulement au remplacement de Zoé Kangaki par William Tekimboumouak. Je pense qu'il avait fait 2 mandats. Donc, et tous les présidents, malgré le fait qu'on avait des bisbilles avec le Nigeria, je pense que je me rappelle encore des propos du général Gowon qui avait soutenu. Donc, il y a comme ça des postes de responsabilité qu'on n'aurait pas dû perdre. Je pense que le dernier en date au haut niveau, c'était le professeur Gordib Monet Kosso, qui était le directeur régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, les autres, Vera Songwe, est-ce que c'est le Cameroun qui l'a mis là-bas? C'est l'Esther Munga? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que nous n'avons pas de poste comme j'entends souvent avec les Sénégalais, l'Afrique de l'Ouest et les autres. Et même avec au sein de l'Union africaine, le poste de président de la commission, et ça, on l'a perdu. On les entend aurait dit comme ça. Et l'autre problème, justement, c'est quoi? Et que nous avons, lorsqu'on met un colonel à la retraite à 60 ans, 58, 60 ans, de quoi? Pourquoi on ne peut pas? Je pense qu'il y a un colonel français qui venait de Côte d'Ivoire, qui a été ambassadeur, qui venait de partir dernièrement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Nos colonels auraient pu faire une diplomatie de présence avec aujourd'hui, où on parlait de la sécurité, du terrorisme, des problèmes stratégiques. Voilà, des gens qu'on n'utilise pas. Donc pour le moment, je pense qu'il n'y a que Mbargangele comme commissaire et Paul Pondi un peu avant lui qui ont été nommés commissaires. On fait comment de nos colonels? Oui, mais effectivement, donc il y a des lorsqu'on évoque justement le cas Mbargangele, vous permettez, effectivement, lui qui depuis 2010 est aux affaires au Cameroun comme étant directeur délégué général à la Sûreté nationale, mais surtout en même temps ambassadeur du Cameroun en Espagne. Est-ce que le chef de l'État, est-ce que la présidence, est-ce que le ministre justement des Relations extérieures du Cameroun ne se rend pas compte de ces réalités-là? Hier encore, à travers la presse, il y avait à la une de la Nouvelle Expression, il y a eu cette figure qui a été présentée en termes de cumul de fonctions, encore en termes de double paiement salarial. Est-ce qu'on n'a pas peur justement qu'on tombe dans ces travers-là? Comment on explique ça? C'est justement c'est ça le laxisme. Mais comment on sortir de ça? Prenons même un cas qui est à côté de nous. Tout le monde sait que la zone aéroportuaire ne doit pas être habitable. Mais qu'est-ce qui amène l'administration à laisser les gens occuper les zones de l'aéroport? Maintenant, il est question de les dégager. On ne peut plus. Or, les autorités administratives les voyaient installer, la SONEL et la SINEC installaient les compteurs. C'est ce laxisme-là qui amène ce que le président de la République lui-même appelle inertie. Vous êtes à un poste d'ambassadeur pendant 20 ans, 25 ans. Vous faites quoi là? Ça devient la routine. Au point où même les nôtres, vous avez vu l'ambassade du Cameroun à Paris, était restée longtemps sans payer ses factures d'eau et d'électricité. On a même dit que c'était devenu salubre et tout. De la même manière aux États-Unis. Donc nous avons comme ça, au point où vraiment, Paul Pondi était même obligé de quitter son poste en disant à son ami que mais donc, tu m'as oublié, enlève-moi, je ne peux plus. Donc voilà, c'est un peu triste de le dire en Mondovision, mais ce sont les réalités. Okay. On ne peut plus. Allez, Karine Santia, votre point de vue ce matin?
Les durées des ambassadeurs camerounais ou encore des hauts commissaires camerounais dans les pays étrangers sont souvent catégorisées de manière très très difficile parce qu'on n'arrive pas à savoir quel est leur mandat. Dans d'autres pays, quand même, ça rime parfois, pour ceux qui mettent un peu long, ça rime parfois au mandat présidentiel du président qui arrive au pouvoir. Parfois, ça peut aller jusqu'à 5 ans en fonction du président qui arrive au pouvoir. Mais lorsque vous observez le cas du Cameroun, parfois on les nomme et on les oublie. On ne se rappelle pas d'eux et parfois c'est lorsqu'ils décèdent ou alors qu'ils tombent malades et qu'ils sont en incapacité d'agir que parfois on les remplace ou alors on met quelqu'un par intérim. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est une situation qui nous renvoie aussi à la longévité au pouvoir de tout le système en place. C'est-à-dire ça se ressemble carrément. Les gens qui pensent de la même manière et qui gèrent de la même façon. Et ce qui est mauvais, c'est que dans les pays étrangers, c'est pas comme ici au Cameroun. Il y a des ambassadeurs comme les gens comme au Canada qui vont vous appeler pour vous dire mais non, il a déjà trop mis ans ici, il faut le rapatrier par exemple. Mais il faut le remplacer. Il faut le remplacer parce que en fait on n'a pas la même notion de la politique ou encore de la gestion des pays à l'étranger comme des ressortissants étrangers comme eux. Vous voyez que après parfois, quasiment 3 ans au Cameroun, vous observez les gens qui remettent leur dossier de décharge pour entrer dans leur pays justement parce qu'ils ont terminé leur service au Cameroun. On a l'ambassadeur de France au Cameroun, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun qui est rentré récemment. On a des ambassadeurs comme ça qui parfois qui chaque temps font des cérémonies, des sorties médiatiques pour annoncer leur retour dans leur pays justement parce qu'ils ont terminé le travail qu'ils avaient à faire ici. Le cahier de charge qu'ils remettent lorsqu'ils donnent leur lettre de créance, lorsqu'ils arrivent dans un pays, à la fin, il faut qu'ils établissent un rapport de tout le travail qu'ils ont fait. Sauf que les nôtres, je ne sais pas s'ils remettent souvent des rapports, parce que c'est souvent la mort qui fait qu'ils... Vous parlez des nôtres au Cameroun? Oui, des ambassadeurs camerounais, s'ils remettent des rapports, par exemple. Il y a l'ambassadeur du Cameroun au Japon, Monsieur Pierre Ndiengue, qui avait écrit un livre qui parlait notamment sur les difficultés des ambassadeurs camerounais à l'étranger. Et il stipulait quand même que la diplomatie ne rime pas avec la pauvreté. Pourquoi? Parce que en dehors même du fait qu'on conçoit, on admet cette longévité-là, il y a aussi que parfois ils ne sont pas si bien traités en fonction des pays où ils sont envoyés comme ambassadeurs. Il y en a, s'il vous plaît, au Cameroun, être ambassadeur du Cameroun en France, c'est avoir atteint la plénitude. C'est-à-dire qu'en dehors même du fait que vous êtes dans un autre pays, mais vous êtes en France, c'est différent, ça change tout. Moi, j'espère que je ne me trompe pas. La plupart du temps qu'ils quittent de ce pays-là, ils deviennent parfois ministres. Et c'est ce qui fait que les gens dans d'autres pays peuvent ne rien faire, ils peuvent ne même pas travailler et après, si on veut on les mute, si on veut on les mute pas, si on veut on les oublie. En Égypte, c'est récemment qu'on a remplacé. Il y en a qui restent dans des pays pendant longtemps. Au Sénégal, il y en avait qu'on avait oublié parce qu'ils s'occupaient du Sénégal, du Mali et autres pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est bien dommage. Parce qu'on l'avait oublié là-bas carrément. Et on s'est rappelé de lui juste tout récemment. Mais Et ce qui est dommage quand même, c'est que chaque année, il y a des formations, il y a de nouveaux jeunes diplomates qui sortent de l'Institut des relations internationales du Cameroun et qui ne trouvent pas fonction, qui ne trouvent pas d'endroit où travailler. Pourtant, la planète est ouverte justement pour ces jeunes Camerounais. Et il y a des mutations, il y a des mouvements qui peuvent s'effectuer. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Cameroun. Madame, Monsieur, merci à vous de rester présents sur les antennes d'Equinox Télévision. La réalité est perceptible, c'est connu de tout le monde. Comment vous qui êtes en Europe, vous qui êtes à l'Occident, vous qui êtes dans d'autres pays du monde et qui nous regardez ce matin, quelle est la relation que vous entretenez avec vos ambassadeurs? Vous avez justement les plateformes 10-12, le Zénith, laissez-nous vos commentaires ou directement sur Equinox TV. Pour ceux qui nous regardent en live, comment vivez-vous la relation avec les ambassadeurs? Qui sont ceux que vous connaissez? Combien de temps ont-ils y a fait à ces endroits? Et quelle interpellation faites-vous justement ce matin, comme ça a été le cas avec Donald Brice Kamgang? On marque une pause et on en reparle après. Bon retour, madame, messieurs. Merci de rester sur les antennes Equinox Télévision 10-12. Le Zénith se poursuit avec la grande famille au complet. Donald Brice Kamgang, Karine Sontiam, Bombor Mbengan Kenje, Dominique Audrey Oyengelek. Toujours unis pour la même mission, nous sommes là pour vous servir. Et bien avant la pause, nous parlions bien sûr de cette réalité autour des vies diplomatiques dans les ambassades camerounaises à l'étranger. Comment l'expliquer, mais surtout prendre le point de vue de Dominique Audrey sur la question. Comment vous l'analysez, Dominique Audrey? Comment vous comprenez cette réalité? Je dirais, dans leur ensemble, les ambassades sont à l'image même de la gestion du Cameroun. Pour
pour les ambassades qui ont effectivement des ambassadeurs et pour une ambassade qui n'en ont pas. Regardez par exemple l'ambassade du Maroc. On a vu récemment, je crois la semaine dernière, ou il y a 2 semaines sensiblement, des Camerounais dormir à la belle étoile devant une ambassade sans que ça n'émeuve cet ambassadeur On qui est parle bien resté sûr du Maroc, là. reclus, oui, des Oui. étudiants qui est resté reclus dans son ambassade sans même sortir, sans même mot dire. Comment comprendre donc que, alors que tout le monde sait que l'ambassade est l'extension d'un pays, l'ambassadeur en lui-même représente le chef de l'État dans le pays dans lequel il est accrédité. Par conséquent, ça suppose que un ambassadeur dans un pays comme l'Espagne ou bien comme l'Angola, malheureusement on n'a pas d'ambassade en Angola, on devrait avoir un ambassadeur là-bas qui promeut non seulement la culture camerounaise, également l'économie camerounaise. Il protège les ressortissants camerounais en leur facilitant certainement l'obtention, le renouvellement des papiers, les voyages, même lorsqu'ils rencontrent certains problèmes. On ne peut pas dire que effectivement notre diplomatie à l'étranger soit celle selon les normes, les canevas comme on voit dans d'autres pays. Et là, justement, vous posez un problème très important, Dominique Audrey. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment justement qu'au-delà du vide diplomatique, Oui. on s'intéresse quand même au rôle, à l'action de ces ambassadeurs dans ces pays pour pouvoir mieux vendre la direction Cameroun. Juste. J'ai envie de dire le chemin Cameroun, la culture camerounaise, les L'identité, valeurs, la l'identité marque camerounaise. Est-ce qu'ils le font Cameroun. véritablement? Non. C'est pour ça que, à mon sens, qu'ils soient là ou bien qu'ils ne soient pas, ils ne font pas effectivement leur travail. Regardez, même lorsqu'on regarde des films importés, les films de l'étranger, on va vous dire, il y a un ressortissant américain qui a eu un problème dans un pays chinois. Et hop, vous allez voir l'ambassadeur mettre les choses en marche, appeler, je ne vais même pas aller. Parlons de coronavirus. Vous avez vu comment le ministre des Relations étrangères nigérian a interpellé l'ambassadeur chinois lorsqu'on a expulsé les Camerounais pendant la période du coronavirus? Lorsqu'on a expulsé les Nigériens de certains domiciles en Chine, et là, il fallait justement, on s'en souvient très Voilà. bien. Oui. C'est L'ambassadeur ça. nigérien est sorti. Ce n'est même pas l'ambassadeur, c'était le ministre des Affaires étrangères parce qu'il chapeaute tous ces ambassadeurs-là. Oui. Donc, certainement, l'ambassadeur là-bas a dû faire un rapport à son supérieur qui, illico presto, a mis les choses en marche. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il soit là ou bien qu'il y ait un vide, comme par exemple en Espagne, on ne ressent même pas leur travail sur le terrain. Oui. On ne ressent pas parce que si je prends par exemple le cas des manifestations des Camerounais à l'étranger, quelle a été la réaction de l'ambassadeur français à cette époque-là pour concilier ces enfants qui ont manifesté? Vous parlez de l'ambassadeur camerounais à l'étranger, Oui, en oui, France. avec les manifestations de la basse, Oui. par exemple. Quelle a été la réaction au-delà de l'administration et tout? Parce Rappelons que qu'Alfred après Nguyen était tout, en cause à faire. oui, parce que après tout, Mbonbok le dit généralement dans l'histoire du jour, les Africains, c'est le Parlement, ce sont les négociations. Donc si on fait abstraction des signatures, des titres et autres, en tant que père même, on aurait pu protéger l'image du Cameroun sans exposer nos problèmes internes comme ça. Donc un ambassadeur, c'est le Cameroun en Espagne, c'est le Cameroun au Nigeria, c'est le Cameroun partout. Maintenant, l'ambassadeur là-bas est un relais. Il va dire au président camerounais ou bien ici à son supérieur hier ici que on a des Camerounais ici qui ont telle situation. Ou bien sur le plan économique, j'ai fait une étude et je me rends compte que les bâtons de manioc pourraient bien passer ici. Est-ce qu'avec le ministère du Commerce, on ne pourrait pas faire sur le plan économique? Est-ce qu'on ne pourrait pas... Justement, c'est ce qu'il devrait faire parce que l'économie camerounaise peut être florissante à l'extérieur en passant par nos ambassadeurs qui doivent avoir une cellule valorisation économique. des cultures camerounaises également. Voilà. Encore. On peut avoir un ambassadeur qui promeut le Ngwon, par exemple. Ça, c'est mon dada. Le Ngwon, et en faisant de la promotion là-bas, et nous ramener des touristes ici, Naturellement. en promouvant cet événement de la fin d'année. Je voudrais justement l'exemple de ce que vous dites ici. On a eu la chance récemment sur les antennes Equinox Télévision, où nous recevions bien évidemment au cadre de la fonction publique française qui chapeautait l'organisation du dernier sommet Afrique-France, malheureusement qui ne s'est pas tenu pour des raisons que vous connaissez liées au Covid-19, Oui. et qui, elle, lorsqu'elle est arrivée ici au Cameroun, c'est d'abord l'ambassade du Cameroun, de France au Cameroun qui lui a permis de se déployer
dans toutes les, comment on dit, sur tous les terrains où elle était attendue, effectivement. Lorsqu'elle est arrivée ici au niveau du consulat de l'ambassade de France à Douala, effectivement, elle a convié la presse à une rencontre avec elle pour expliquer aux Camerounais les enjeux et l'intérêt de ce sommet Afrique-France qui devait permettre justement aux Africains de se retrouver, mais surtout de créer un pôle d'échange entre la France et l'Afrique également. Qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce que vous pourrez apporter, qu'est-ce que vous pourrez gagner. Et malheureusement, effectivement, vous le dites très bien, on a le sentiment, on constate que les ambassadeurs du Cameroun font très mal ou parfois ne font même pas la promotion, la valorisation du Made in Cameroun dans les représentations diplomatiques ou des pays qui les abritent aujourd'hui. Donna Brice-Kamgang, est-ce que moi justement dire qu'au-delà de la rareté, vous avez très bien dit cela, rareté, laxisme, immobilisme, etc., finalement, a-t-on le sentiment que ces représentations diplomatiques ne servent à rien? Non, ce serait excessif de le dire. D'abord, précisons pour être complet sur la question que en l'absence de l'ambassadeur, c'est le chargé d'affaires qui a une sorte d'adjoint qui assure l'intérim. Dans bon nombre de nos représentations diplomatiques, notamment en France, lorsque à l'époque il n'y avait pas d'ambassadeur, c'est le chargé d'affaires qui s'occupait des affaires courantes. Mais il est évidemment très surprenant que dans des pays importants, stratégiques, qui ont une station internationale incontestable comme la France, les États-Unis, parfois l'Espagne, qu'on n'ait pas un titulaire comme ambassadeur. Parce que si le chargé d'affaires peut rester là éternellement, ça signifie que le titre d'ambassadeur lui-même ne vaut pas grand-chose. La différence, évidemment, entre les deux, c'est que l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur et ne peut pas être le chargé d'affaires. L'absence des ambassadeurs dans plusieurs de nos postes diplomatiques est effectivement surprenante pour moins de raisons. La première, c'est, et vous avez commencé à le dire tout à l'heure, c'est que les riches forment chaque année plusieurs dizaines de diplomates qui sortent et souvent qui n'ont pas toujours des fonctions qu'ils assument et parfois errent au ministère des Relations extérieures sans forcément apporter ce qui est attendu de façon satisfaisante. La deuxième raison, c'est le contexte que nous traversons. Ces dernières années, les postes diplomatiques du Cameroun à l'étranger ont connu de grandes manifestations, parfois avec des actes de vandalisme. Le cas de la France vous revient certainement, le cas de l'Allemagne, le cas de la Belgique. Si on avait effectivement une diplomatie présente, forte, ce type de dérapage peut-être n'aurait pas eu lieu. On a également eu, de façon assez surprenante, des manifestations d'une certaine envergure aux États-Unis avec une diaspora anglophone pour un bon nombre qui ont pris langue avec les séparatistes, qui ont organisé de façon assez surprenante et très facile des manifestations et tentant souvent même de hisser le drapeau des séparatistes au sein de notre représentation diplomatique. Des actions qui montrent évidemment que notre diplomatie n'est pas assez active et ne sait pas anticiper. On a même questionné le niveau de renseignement que certains de nos responsables à l'étranger ont. Évidemment, sur un autre plan, c'est aussi, vous l'avez évoqué également, c'est la défense des intérêts des Camerounais à l'étranger. On a bien vu que dans un bon nombre de pays étrangers, nous n'irons pas loin en Europe. Ici, tout proche de nous, en Guinée équatoriale, les Camerounais sont régulièrement refoulés, sont régulièrement raboués, violentés, sans qu'on ait une réaction vive à la mesure de ce type d'actes contre les citoyens. Les États qui se respectent défendent leurs citoyens à l'étranger, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Un citoyen français qui a un accident, qui est traité de façon dégradante dans un pays étranger, vous voyez tout de suite le ministre des Affaires étrangères sortir un communiqué ou envoyer un émissaire pour défendre ses intérêts. C'est également ça le symbole des États forts, des États qui se respectent. Et ça, ce n'est pas que pour les pays qu'on dit forts, membres du Conseil de sécurité, même les États moyens, sénégalais, nigérians, défendent de plus en plus leurs États, leurs concitoyens qui sont en difficulté à l'étranger. Merci Donald Brice-Kamgang. Madame, Messieurs, vous êtes nombreux ce matin à nous laisser pas mal de réactions sur les pages 10-12, le Zénith. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page Equinox TV, allez rapidement le faire et restez bien évidemment au parfum de l'évolution de l'actualité et de son traitement
à travers cette plateforme-là qui chaque jour vous fait des propositions évidentes, des contenus de notre télévision, de votre télévision, la télé qui, quoi qu'il en soit, au-delà de l'image, vous rendra toujours compte. On rend aussi compte de vos messages ce matin. Karine Santia s'en occupe comme à l'accoutumée. Il y a autre chose. Tu sors de la maison, tu demandes une compensation d'un montant pareil. Elle regarde trop Novelas. Pourquoi l'homme doit-il donner une compensation à la femme après séparation? On a été ensemble, on a passé les beaux moments, profité ensemble. Le jour où ça ne va pas, chacun prend sa route. Marie-Claude qui écrit. C'est parce que les femmes sont bizarres. Quand ça se gâte, c'est toujours l'homme qui a profité d'elle, pendant qu'elle ne profitait de rien. Gerbeau Papyrus qui a écrit. Certains achètent même les terrains dans les représentations diplomatiques tellement on les a oubliés à leur poste. Nathalie Fossi. Dans un pays qui marche, seuls les vieux refusent de vieillir et de céder la place aux jeunes, pleins d'énergie et des visions neuves. Michel Kadji. Compensation de quoi? Moi, j'ai un problème avec le terme dédommagement. Après tout, ils ont été ensemble dans un foyer. Valérie Talek. On peut assister particulièrement sa belle famille, ponctuellement sa belle famille, leur payer une mention, une rente mensuelle. C'est de l'assassinat à proscrire car il n'y a plus de dignité pour elle. C'est de l'assistanat à proscrire car il n'y a plus de dignité pour elle. Jean-Bernard Tetmen. Il n'y a rien à accepter. Les biens acquis pendant le mariage sont communs et se partagent en cas de divorce, quels que soient les torts. C'est juste la loi. Camerounaise, non? Même l'ambassadeur en Suisse, la même chose. Je ne me rappelle pas la première fois ou la dernière qu'il a fait le tour pour rencontrer les citoyens en dehors des RDPcistes. Edwin Détouré qui a écrit. Ils sont nombreux les Camerounais qui sont à l'étranger. On attendait justement leur réaction ce matin pour savoir comment est-ce qu'ils vivent réellement avec leurs différents ambassadeurs dans ces pays-là. Karine Santia, nous vous écoutons. Donc le mariage est une faveur que la femme faisait à l'homme. Je ne suis pas d'accord pour ce raisonnement. Voilà qu'ils aillent au tribunal et puis c'est tout. Oh, Takam replate, est-ce que Takam vous a demandé Takam replay, est-ce que Takam vous a demandé de replay son histoire? Mami Tonta Prada, l'argent ne fait pas le bonheur, même si d'aucuns en plein jour nous le font croire, pourtant la nuit seul sur le lit de chacun, le toit couvre les réalités morales. Ceux qui disent que Takam est lâche, comme c'est facile, suicidez-vous aussi, on voit. Je rappelle qu'au village le chef, en cas de faute grave, se suicide. Gerbeau Papyrus. Mais cette fille détruit le cerveau des baleines camerounaises. Dédommagées, quelle bêtise. Et l'abandon de foyer conjugal est où? Attendez, voilà un autre message. Faut éviter de jeter en pâture aux mains du régime car ces talentueux jeunes sont tout simplement muselés et leur découverte enterrée aussi pour bloquer le développement. Ça, c'est par rapport à l'introduction de Dominique. La femme là avait depuis son but. C'est un mariage matériel. Elle connaît qui est son mari, donc le monsieur a vraiment 7 500 000 francs. Mariage matérialiste. Mariage matérialiste. Les lois au Cameroun, notre président même s'en fout. Une dame est à la fois DGA et CSPH et DG de la SCDP. Après, on dira qu'il n'y a pas d'emploi du Pritonnier. Un autre message. L'ambassadeur ne s'occupe pas de ses ressortissants sur son lieu d'accréditation. C'est le travail du consul général. Alex François. Non. Également. Le consul général, justement, est beaucoup plus porté vers les affaires, des notions économiques. L'ambassade a des services. Il y a un attaché des affaires culturelles, il y a un attaché des affaires économiques, il y a un attaché d'éducation, il y a un responsable de sécurité. En collaboration avec le consul. C'est le pays dans le gouvernement, dans son entièreté, qui est représenté au sein de l'ambassade. C'est vrai. Donc, que maintenant, au niveau international, ces deux entités ont un peu les mêmes interprétations lorsqu'il s'agit de protection des citoyens. C'est-à-dire que si un citoyen, par exemple, commet une baffe et qu'il va se réfugier dans peut-être le consul ou bien l'ambassade, il pourra notamment être protégé par son pays. Il doit l'être, justement. C'est ça d'abord le rôle, que ce soit l'ambassade ou le consulat,
C'est pourquoi? C'est pour les ressortissants de ce pays-là, là-bas, là où il y a des relations diplomatiques avec les 10 pays. Merci, Karine Sonta. Vous poursuivez, je vous en Au prie. Cameroun, il y a une corrélation entre la durée au pouvoir du président et celle des ambassadeurs dans leurs fonctions. Donc, comme on a un pouvoir, un chef d'État qui a 38 ans, on estime que même des ambassadeurs Doivent faire au minimum 10 ans. Puisqu'il y en a qui ont fait 25 ans, ont été oubliés, 20 ans. Disons-nous les vérités. Avant qu'on ne remplace celui qui vient de prendre le poste en Éthiopie, le poste a fait 1 an sans ambassadeur. Il faut quand même voir, qu'est-ce qu'on fait 1 an sans ambassadeur en Éthiopie. Qu'est-ce qu'on fait des Camerounais qui y vivent, qui passent par là, qui transitent en Éthiopie? C'est assez grave quand même. Disons-nous les vérités, l'argent est au centre de toute relation. L'intérêt est des deux côtés. N'essayons pas de noyer le poisson. L'intérêt peut être physique, intellectuel ou matériel. Peter Aaron. Oui, mais attends, ce n'est pas l'argent. Parce que si on a l'argent parce que l'internaute dit bien que l'argent est au centre de tout. Non. On n'aime pas quelqu'un forcément parce que cette personne a de l'argent. Il y a des choses, il y a des faits. Moi, je me rappelle des parents qui me disaient à l'époque que pourquoi est-ce que nos mamans aimaient parfois nos papas? Je reprends quelques histoires qui nous ont été comme ça révélées. Parfois, c'était que c'est un homme qui était fort, parce qu'on aimait l'homme parce qu'il était fort. Juste ça. On l'aimait parce qu'il était travailleur. Comment juste ça? On l'aimait parce qu'il était travailleur. Bon, vous voulez qu'on dise quoi d'autre? Mais attendez, Oui, c'est non, maman, vous qui nous dites souvent. maman nous C'est vous dit- qui nous dites souvent aussi qu'on doit laisser chacun avec ses aspirations. Bien sûr, bien Parce que sûr. quelqu'un est né, il Bien veut la sûr. protection. Vous pensez que Et effectivement, vouloir la protection on de ne quelqu'un, mange ce pas n'est Parfois, pas... nos mamans elle aimaient. mange ça. Elles aimaient papa parce que papa était C'est pas forcément la Permettez Karine force Sontia, physique. soit l'homme était très fort, soit l'homme était un travailleur, Soit il est beau, soit il est un toujours bel homme. simplement. Voilà C'est pour tout. prendre ces éléments simplement, Parce qu'on sans pouvait avoir le d'argent. rencontrer pendant les luttes au village, on pouvait Voilà. le rencontrer à la rivière, on pouvait le rencontrer, on pouvait le Et c'est rencontrer. quelque chose Il joue bien à la Il y a guitare. toujours il quelque joue chose bien. Et ce qui est formidable quand même, c'est que dans ces formules, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'argent et les gens s'aiment pour de vrai. Il n'y a pas d'argent, les gens s'acceptent parce qu'il y a eu une attirance à la base. Il y a les titres. Il n'y a pas d'argent. Quel Ça titre? m'amuse, hein. Il y a quel titre? C'est la Vous femme voulez du parler leader, de là. il y a les titres. Les titres de Mbambok comme ça, c'était pas n'importe quelle Ah ben femme. non, quand même. Ah, Vous non. m'avez Il y a les dit- titres. Vous n'avez pas Il y a les dit, titres. vous n'avez pas dit que tous les hommes de tous les villages avaient des titres quand même. Il y a Les plus grands chasseurs, les plus grands. Mais effectivement, Il y a les titres. mais elle vous aime parce que vous êtes un bon bosseur, vous êtes un travailleur. vous- Ah, mais il n'y avait pas non. d'argent. Mais quel intérêt justement argent? Il n'y en avait pas. Effectivement. il y avait les titres. En fait, la revendication fondamentale, c'est de dire aux femmes, on n'a pas besoin toujours de mettre l'argent. Bon, on n'a pas besoin de mettre l'argent au centre d'une relation. Toujours est-il que il y a des complications par la suite parce que l'argent est comme c'est. Aujourd'hui, vous en avez, donc vous n'en avez pas. Quand on dit ça, ça rend certains hommes, ils ne veulent plus rien faire, ils ne veulent pas s'occuper des femmes Mais parce non, qu'on va dire madame, nous que pensons il n'y a pas d'argent, nous pensons machin. simplement que une femme, et moi je le dis, je pense tout le temps que c'est la femme qui porte la maison. La femme porte la maison. Vous pouvez avoir un mari qui n'est pas assez vaillant. Je ne vais pas dire qu'il est paresseux, Oui. mais la femme est Qui n'est pas capable d'amener entreprenant. son homme, de transformer son homme. Oui. Du moment où elle se rend compte que cet homme est véritablement et amoureux, il est sincère, elle peut l'amener justement à changer. Elle peut l'amener à se transformer. Mais non, comme on le dit tout le temps sur ce plateau, vous pouvez faire 10 ans avec une femme sans la connaître, mais elle fait 6 mois avec vous seulement, elle vous connaît déjà. Moi, je Donc ne en 6 connais mois, vous avez suffisamment de temps pour étudier effectivement l'homme que vous avez en face de vous et l'amener justement à Ne changer. prenez pas ça comme une règle établie. Non, mais hein. c'est une réalité. C'est une réalité. Ne Vous pas voulez ça en comme une une règle seconde, c'est une établie. c'est une règle établie. 6 mois. Le problème, oui, justement, ça veut dire que cette femme-là, c'est pas une femme, elle ne s'aime pas, elle ne se connaît pas elle-même. Il y a deux concepts qui sont en milieu d'ici. Il y a ce que la génération d'aujourd'hui, ou celle qui se dit féministe sans même savoir ce qu'il y a dedans, il y a, disons, ce qu'il appelle le niveau de vie. Or, les vraies femmes parlent de la qualité de la vie. Oui. Et on confond les deux. La qualité de la vie, c'est quoi? Mon homme peut ne pas avoir de l'argent. Il a un troupeau de moutons, il a un troupeau de ceci, ils vivent, il a des champs, il a des trucs, les femmes ont leur grenier et tout. Ils vivent, ils ont un niveau de vie. Je veux dire, ils ont une qualité de la vie qu'ils aménagent. Mais là-bas, le niveau de vie, c'est quoi? Le mois vient de passer, on regarde, on commence à... C'est-à-dire, ça enlève justement, et c'est la recherche de ce niveau de vie qui a fait en sorte que les parents aujourd'hui ont même abandonné les enfants à la nounou, qui va leur donner l'éducation qu'ils veulent. Comment la femme qui se prévoit, je suis,
mais elle abandonne ses enfants. C'est bien dommage. Et justement, la conséquence est donc on est dans un environnement où vous grondez votre propre enfant, on appelle la police. C'est bien dommage. Voilà, les féministes, je ne pense pas que les féministes construisent leur vie autour de l'homme. On se rend compte mais justement, ils ne construisent pas leur vie autour de l'homme. Elles sont venues empoisonner la vie sociale sans connaître quel est le contenu qu'il y a dedans. Très bien. Allez, dans le mouvement de l'émancipation de la femme, qu'est-ce qu'elles ont mis dedans? Elles ont revendiqué le vote des femmes. Elles ont revendiqué l'égalité. Voilà, elles sont donc dans une société de le dire aux gens, il ne faut pas faire comme si le féminisme est mauvais. J'ai eu la chance, Donald Brice Kamdao, donnant la parole de l'homme, cette manière, se prononcer sur la question. Moi, j'ai eu la chance, il y a 2 jours, je lisais un livre et je suis retombé sur une citation, je n'ai peut-être pas cette citation de Kofi Annan en tête, et qui lui revenait et faisait justement savoir que pour que le monde se développe demain, il faut justement qu'il y ait la parité entre hommes et femmes. Thomas Sankara peut-être l'a dit, mais il a beaucoup plus parlé de l'élément. Moi, je peux même dire, il doit avoir de parité. Mais pas de femmes occidentalisées. Il n'y a pas de parité hommes et femmes. Moi, j'ai lu. Il faut même avoir plus de femmes. Si elles sont plus valables, pourquoi ne pas leur donner plus de postes que des hommes? C'est pas là, justement. C'est parce que les hommes sont sexistes. Mais parce que vous avez vous avez un logiciel occidental pour lire les toujours ça, c'est une excuse. Ce n'est pas une excuse. Justement, on vous dit que chez nous, quand la femme est valable, on lui donne. Et justement, quand les choses vont mal, on regarde la femme, on lui dit... parce que c'est même une femme. On lui dit, maman, on fait comment? Parce que d'abord, elle est travailleuse et en plus, elle a ce que l'homme n'a pas. Un 6e sens très évolué. Kagame l'a compris. Et quand ça ne marche pas, c'est parce que Kagame n'a rien compris. Kagame l'a compris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes dans le gouvernement rwandais. Comprenons-nous. C'est rien du tout ce que Kagame fait. Ah, voilà alors. Puisqu'elle est occidentalisée. Parce que les ça marche au Rwanda. Il est dans le grand lac. Ici, vous êtes bantou, ça ne sert à rien. Votre pays ne ressemble à rien. Alors que là-bas, là où on a des occidentalisés, c'est bien. On disait que Boigny était un sage et on a vu après qu'il est arrivé. Attention. Au Rwanda, aujourd'hui, il y a l'eau avec des cartes. Le Rwanda demain, vous allez nous dire. Faisons attention. Dominique Audrey, il y a des bantous qui nous regardent et qui sont fiers de bantous. Et vous me traitez d'occidentalisé. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Non, tous les jours. Il y a des occidentalités qui nous regardent et qui sont fiers d'être occidentalisés. Et moi, ça ne me regarde pas. Qu'ils soient bantous, ils soient vraiment... Mais quand vous dites que ça ne marche pas, qu'on s'en fout, que rien ne marche bien... Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas... Parce que si vous dites que... Est-ce que Paul Biya est bantou? Paul Biya vient le pays comme les bantous. Lorsque vous dites que Kagame, ça marche parce qu'il est occidentalisé, dites-moi, ça veut donc dire qu'ici, ça ne marche pas parce que vous êtes bantou? Non, justement, non. Justement, ici, ça ne marche pas parce que nous sommes occidentalisés. Et parce qu'on a transformé notre pays en comptoir. Il y a de mauvais occidentalisés. Donald dénonce là par une diplomatie qui est absente. Très bien. Justement, dans l'Afrique. Un vide diplomatique. Donald Brice, rapidement. Il y a un texte africain de référence en matière d'égalité de la femme, c'est la Convention de Maputo. Ce texte est très intéressant, il a été adopté en 2011 et qui promeut, c'est l'acte international le plus inédit en matière d'avancée dans le respect des droits d'égalité des femmes. Malgré les efforts qui sont faits, on a l'impression que la mayonnaise ne prend pas en matière d'égalité de la femme. J'ai un ami qui me dit souvent que même la nature n'a pas voulu que la femme et l'homme soient égaux. Je prends un exemple. Est-ce qu'on parle d'égalité? Je prends un exemple. Voilà, donc si invite Audrey, qui est très active sur les questions d'égalité de la femme, à manger un plat tout à l'heure à midi, elle s'attendra à ce qu'il paye. Pardon, c'est la dette. C'est la dette. Si tu payes aujourd'hui, si Donald, je réponds. Non, c'est Audrey qui répond. Si invite Audrey à manger un plat à midi tout à l'heure, elle s'attendra à ce qu'il payera. Je vais te regarder, je vais vous regarder, pardon, nous sommes à la télé, je vais vous regarder mon cher Donald. Si vous ne payez pas, je paye. Si vous tardez à payer, je paye. Et la prochaine fois, je vous invite et je paye la dette. Et je paye votre transport également. Très bien. Je pense que c'est une... Permettez. Posez la question autrement. Si une compagnie brassicole veut recruter les chargeurs de camions, on va voir, on veut égalité homme-femme. Oui.
Oui, égalité homme-femme, parce qu'on veut des chargeurs dans une tissu brassicole. Oui. Vous verrez, les femmes vont postuler. Non, Je vais On va vous dire le métier. Il y a dans la foulée. Ils sont combien? Il y a dans la foulée. On fait comment? Elle dit qu'il y a des femmes qui sont maçons. Oui. Et ça fait justement événement. Ça Voilà. fait l'objet de Pourquoi ça reportages. fait Permettez les femmes. Il y a des métiers qui sont... D'accord, vas-y. Non, c'est pas parler. Allons-y. Libéraliser les Égyptes. Permettez-moi, Bengan. Les journaux font des Ne prends pas reportages. Bantou. Les journaux font des reportages sur les événements qu'on considère comme inédits. C'est Le vous fait qui qu'une en femme, faites. c'est pas nous qui en faisons. C'est vous Allons, qui je en donne faites. Qu'une femme soit maçon, chargeuse, est inédit. Ah, elle peut le faire. C'est pour ça que les médias en parlent. Ok. C'est un événement, c'est une exception à la règle, Donc, au principe. Merci. Donc, je finis. Je sais que Audrey est très active, elle a une personnalité oui. forte. Mais s'il y a 5 femmes dans cette salle, Oui. et que je dis, je t'invite à manger à midi, elle s'attendra à ce que c'est Mais- moi qui mais- paye. mais- Elle t'a pas demandé mais là, c'est l'invitation. vraiment- Elle t'a pas demandé Mais là, c'est vous qui l'invitation. invitez. hein, non, non. Mako, On une prend pause. 4 Elle vous a femmes pas sur demandé 5 l'invitation. jours, c'est moi qui paiera. Mako, une pause, je vous en prie. Allons justement, permettez les filles. Permettez, je vous en prie. Allons justement voir ce que nous propose ce matin Constille Amine dans le cadre du concept Salaka. Constille Amine, bonjour et bienvenue. Alors bonjour Michel, tout d'abord cet élément qui implante le décor de ce qui sera vendu tout à l'heure. Le cérumen, c'est cette cire que nous sécrétons dans nos conduits auditifs. Une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Vous nous présentez le Earlys Up ce matin. Bien entendu, une fois de plus, le concept Salaka s'installe sur ce plateau pour l'espace commercial, pour l'espace éducation commerciale, avec bien sûr à la une ce matin cet appareil qui permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Cet appareil s'appelle bel et bien le Earlys Up. Donc le spot l'a montré tout à l'heure. Le spot dit presque tout. Les avantages, bien entendu, tout ce qu'il y a comme avantage derrière cet appareil qui permet de nettoyer les oreilles. Vous le savez déjà très bien, les oreilles font partie de notre corps et cette partie du corps a également besoin d'être nettoyée de temps en temps. Et avec quoi devrait-on nettoyer c'est-à-dire cette partie du corps? C'est avec cet appareil, à savoir le Earlys Up, appareil pour nettoyer les oreilles. Oui, plus besoin d'utiliser les cotons-tiges, plus besoin d'utiliser les brindilles de balai, plus besoin d'utiliser également bien entendu les cure-dents pour nettoyer les oreilles parce que c'est tellement risquant. Ah ben oui, donc aujourd'hui il y a un appareil révolutionnaire et un appareil tout nouveau au Cameroun et en Afrique, c'est bel et bien le Earlys Up, appareil qui permet de nettoyer les oreilles. Cet appareil, bien entendu, est utilisé, bien entendu, par tout le monde, c'est-à-dire les enfants, les bébés, les adolescents, les personnes du 3e âge et du 4e âge peuvent également nettoyer les oreilles avec le Earlys Up, qui est bien entendu sans danger pour nos oreilles. Alors, nous allons tout de suite rappeler bel et bien à tous nos téléspectateurs que comment cet appareil, il vient dans un coffret, dans un paquet comme celui-ci. Et dans ce paquet, il y a ce coffret dans lequel vous avez
bien entendu 4 accessoires, notamment l'accessoire principal que voici et bien entendu un petit pinceau et 2 embouts. Donc cet appareil, vous fixez tout simplement, on n'a pas besoin de le connecter au courant électrique, vous mettez tout simplement la pile à l'intérieur de votre appareil et vous fixez, c'est-à-dire cette partie, bien entendu, comme on peut d'ailleurs le vivre à travers l'écran, vous l'enfoncez délicatement à l'oreille pendant 10, bien entendu, à 20 secondes, vous le faites sur cette oreille et après avoir nettoyé cette oreille, on passe également de l'autre côté. Vous allez voir au bout de quelques secondes, cet appareil va aspirer la saleté à l'intérieur de votre, c'est-à-dire de vos oreilles, ce qui va vous permettre de d'avoir des oreilles bien nettoyées. C'est donc ça l'avantage et l'utilisation de cet appareil révolutionnaire, le Earlys Up, encore appelé en anglais renfoncé by Constellamine, appareil pour nettoyer oreilles. Ça c'est l'anglais renfoncé, donc appareil pour nettoyer oreilles. Mais l'école c'est appareil pour nettoyer oreilles. Et en espagnol, on dit appareil pour nettoyer matouille. Ça c'est l'espagnol renfoncé. Parce qu'il faut le rappeler, chers téléspectateurs, le français, il y a également le français renfoncé, il y a l'anglais renfoncé. L'anglais renfoncé sur cet appareil, ça s'appelle appareil pour nettoyer oreilles. Et en espagnol, renfoncé, ça s'appelle appareil pour nettoyer matouille. Donc, les téléspectateurs, venez au magasin Milan Tapis et achetez votre appareil pour nettoyer oreilles, le Earlys Up, qui est en vente au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Les numéros de téléphone, vous les avez. Les modalités de livraison, vous les connaissez. Vous connaissez également le prix. Donc, venez tout simplement au magasin 1001 Tapis. Nous sommes situés à Douala au Cameroun. Et n'attendez surtout pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin du stock. C'est maintenant qu'on devrait avoir son appareil pour nettoyer les oreilles. Just non, tatan, motote. Angambene appareil au nettoyer Matoy. Merci beaucoup. Merci à vous Constellamine. Et nous rappelons que les néologismes employés par Constellamine dans le cadre justement de la promotion des produits Salaka, il en est le responsable de toutes les façons parce que il sait comment ça se passe avec lui de ce côté-là. En tout cas, merci pour ce moment de vente Consti. On se retrouvera tout à l'heure pour une deuxième séquence. Madame, Messieurs, merci à vous également de rester présents sur les antennes d'Equinox Télévision. Ça se poursuit avec 10-12 le Zénith qui dans un instant ira un tout petit peu voir ce qui a fait le tour sur la toile comme sujet, mais surtout qui a tenu l'attention de Karine Sontia ce matin, qui est allée bien sûr nous les rassembler. Karine. Oui. Après les différentes colères exprimées par notamment les Camerounais sur les réseaux sociaux, de tous bords politiques confondus, de la société civile, on a une autre vidéo qui est apparue en soirée, encore sur les réseaux sociaux, et qui montrait cette femme avant qu'elle ne soit assassinée, l'interrogatoire qu'elle a subi. Et âgée de 35 ans, maman de 4 enfants, elle s'appelait notamment Conforté Tamazon, qui a été assassinée par des éléments les groupes des milices sécessionnistes, et d'entre eux, elle était maman de 4 enfants. Ces précisions-là en valent la peine. Et l'un d'entre ses bourreaux lui posait la question de savoir: sais-tu que je peux te trancher la gorge? Donc, dans cette vidéo, l'interrogatoire, elle répond n'avoir jamais été informatrice militaire, même si elle a accepté l'invitation de l'un d'entre eux, accusé d'être une indique. Elle répondra n'avoir rien à voir avec les militaires, qu'ils ont arrêté et tué son frère. Donc, elle n'est pas une indique. On va vous permettre d'écouter un brin de cet interrogatoire pour faire le commentaire. So I be saying, so they me I not lying them. So they don't take my brother. They say I go there. They go kill my brother. This is not me coming for this time place again. Okay, if you don't deny for them say you need to come there. The way to be a mission now is to go because never go in a one, no two, no voilà, three times. Lorsque vous regardez ce vidéogramme, c'est vrai que les paroles sont en langue pidgin, mais ce que ça dit, c'est tout simplement que la femme informe ses bourreaux qu'elle n'est pas une indique, que notamment elle a été vue avec ce monsieur-là justement parce qu'il l'avait invité et elle ne voulait plus être en contact avec lui parce qu'elle l'accusait d'être parmi ceux qui ont arrêté son frère et puis qui a conduit au décès
décès de son frère. Mais malheureusement, malgré ses explications, elle n'a pas pu susciter la pitié de ses bourreaux. C'est un sujet qui met tout le Cameroun en colère. On dit bien tout le Cameroun. Même s'il y en a parmi ces Camerounais qui sont fiers de voir ce type d'image. D'ailleurs, nous interpellons hier l'Antique de tout faire pour extraire ces images justement de la toile pour le respect des enfants, des cadets, de tous ceux qui sont autour de nous, afin que ce type d'image ne circule plus. On va le dire, il y a tellement de colère autour de cette tuerie barbare, sauvage, inattendue, inacceptable d'ailleurs. Et lorsqu'on s'emploie aujourd'hui à tuer les femmes qui portent la vie, les femmes qui restituent la vie, les femmes qui nous encadrent, lorsqu'on attaque justement la femme, ça devient extrêmement dangereux. On va quand même le dire justement ce matin que ce décès interpelle plus d'un parce que depuis hier soir, quelques images sont présentées sur la toile comme étant ces Camerounais, ils sont 3 qu'on a présentés comme étant les bourreaux, mais jusqu'à présent, beaucoup de Camerounais restent sceptiques et ne croient pas justement à certaines de ces images qui ont été présentées et attendent encore une sortie officielle du gouvernement camerounais pour nous dire exactement ce qui s'est passé. Même si hier, le gouverneur Okale Abilai a rapidement tenu une réunion de crise autour de cette histoire, nous restons justement sceptiques et nous attendons de voir quelle sera bien sûr la position de l'État face à cette réalité. Donna Brice Kamgang, ce vidéogramme qui revient quelques heures après, ça va présenter la première qui a fait le tour du monde et a créé une vague d'indignation. A-t-on le droit de dire qu'il y a une réelle manipulation qui est en train de se faire et on risquerait de perdre les Camerounais sur les pistes réelles de ces tueurs? C'est possible qu'il y ait de la manipulation. Les faits qui sont constants, c'est que cette femme, Comfort Toumazang, est morte à Moyoka dans le sud-ouest, c'est le département du Fako, torturée par des individus dont l'identité reste assez floue. Non, on peut pas regarder les images, on n'en aura pas besoin. Voilà, merci. Dans les deux régions, nos dernières informations font état de près d'une dizaine de personnes qui ont été tuées quasiment dans les mêmes circonstances, sans que cela ne fasse grand bruit. Il y a un enseignant qui a été tué et criblé de balles à Nkweng, dans le nord-ouest, à Bamenda. Il y a un conseiller municipal qui a été assassiné également à Ndop et un travailleur humanitaire qui a été tué à Batibo dans le département de la Momo, je crois bien. Alors, on dénombre comme ça environ 7 ou 10 personnes qui ont été lâchement tuées dans les mêmes conditions. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces faits-là? C'était une exacerbation de cette spirale de la violence qui intervient dans un contexte particulier. C'est que le gouvernement a lancé il y a quelques semaines un plan de reconstruction dans ces deux régions avec le soutien de certains acteurs internationaux, notamment le PNUD. Et manifestement, certains groupes séparatistes voient d'un très mauvais œil la mise en place de cette initiative financée à 89 milliards de francs CFA. Alors, les voies de sortie de crise, certains ont évoqué une médiation africaine, des Camerounais se mobilisent pour une médiation africaine, d'autres parlent d'une solution camerouno-camerounaise. Cette piste-là est évoquée depuis longtemps, mais on n'a pas encore de signe de décrispation dans un camp comme dans l'autre. Mais il y a dans les réactions celles de certains groupes séparatistes il y a environ 3 groupes séparatistes qui ont réagi, niant être derrière ces assassinats-là. Évidemment qu'il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Vous savez que les groupes se sont multipliés sur le terrain, à la fois des groupes séparatistes, mais des groupes parallèles. En contexte de guerre, on est dans un pays quand même qui connaît une grande porosité de ses frontières, mais également les économies, ceux qui tirent les profits, qui tirent des dividendes dans le contexte de guerre comme celui-ci. La guerre, c'est l'achat et la vente des armes. Ça peut alimenter certains réseaux. Merci Donna Brice. Bon, Bengan, vidéogramme de manipulation ou de restitution des faits. Déjà, ces vidéogrammes sortent d'où? Comment est-ce qu'on peut comprendre tout ça? Il y a d'abord de la manipulation. Je veux dire, les gens qui ont exécuté cette fille et qui ont mis la place publique, ce vidéogramme voudrait terroriser le monde, voudrait terroriser les gens. Là, et passer un message. Oui, des messages de terreur. Message de terreur. Mais ça renvoie à plusieurs choses. Pardon. La première, c'est que même si elle était indiquée, elle avait quand même, d'après ce qu'elle dit, elle a eu
une information avec... elle a eu une relation. Une relation. Bon, ça veut dire que elle n'a pas eu de protection suffisante de la part de ceux qui l'exploitaient. Deuxièmement, il y a une recrudescence de la violence terrible ici, et surtout sur les femmes. C'est pour ça que j'interpelle encore les mouvements féministes. Le tout n'est pas de dire Mbombok n'est pas les Africains. Ils ne savent même pas que chez nous, la femme est considérée comme une déesse. Et nulle part ailleurs, on ne parle de société matriarcale. Donc vous ne pouvez pas être dans une société dite matriarcale et dire que vraiment on n'aime pas. Si vous n'aimez pas les femmes et vous les chosifiez, ça veut dire que vous avez emprunté ailleurs, dans d'autres civilisations. Donc le drame, c'est ça, c'est que on lit les choses de la société africaine avec les yeux de quelqu'un d'autre. Avec les yeux de quelqu'un d'autre. Lorsque vous vous rappelez de la Grande Royale dans l'aventure ambiguë de Tchekamido Khan, vous voyez que quand ça va mal, c'est la femme qu'on veut écouter. On a refusé d'écouter la femme ici le 22 septembre 2017. On a même tiré sur la femme qui défilait avec l'arbre de la paix. Et parmi ces femmes-là, il y avait les Takoubins. Voilà comment la société africaine est organisée. Ça va mal, on dit, maman, on fait comment? On l'écoute. Et quand elle sort, on se tait. On écoute et on applique. Très bien. Donc nous avons donc des dirigeants qui ne veulent pas appliquer. C'est-à-dire qu'on est parti des doléances aux réclamations, aux revendications et à la contestation. Donc on fait comme si on n'a pas commencé par la contestation. C'est ça le problème. Aujourd'hui, comment cesser cette de paix? Il faudrait deux choses qu'on peut amener de concert. Le président de la République, ça n'amènera pas à faire coucher l'État. Il peut déclarer tout de suite un cessez-le-feu. C'est-à-dire retirer les militaires, les mettre dans les casernes et faire un discours public où on va dire la gendarmerie et la police vont assurer le maintien de l'ordre. Très bien. Au même moment, engager les services de renseignement pour contenir et discuter avec ces gens qui sont identifiés. Je pense qu'ils doivent être 4 ou 5. Bon, à part Sissouka Youtabe là, les autres. Et surtout que la presse se taise. Lorsque ça se fait comme ça, on ne relaie pas. Parce que même ceux qui ont, vous de la presse, qui avez l'habitude de couvrir les grands événements mondiaux, on reçoit souvent les discours, que ce soit le chef d'État, secrétaire général de l'ONU, ainsi de suite, Commonwealth, il y a un sceau qui est marqué dessus. Confidentiel. Embargo jusqu'au prononcé. D'accord. Donc quand on est dans une communication, dans l'information pour faire cesser la guerre, même si on a l'information, on n'en parle pas, jusqu'à ce que les cœurs soient apaisés. Merci. Et là maintenant, merci Moron Bengan. Merci. On va quand même, vous l'avez très bien dit, on se rend compte aujourd'hui que les femmes sont muettes sur la question. Peut-être aussi, on a vu quelques organisations de la société civile se lever hier et dénoncer cette tuerie qui fait très mal et qui choque tous les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais nous regardons aux femmes qui tiennent les institutions du Cameroun, nous regardons aux femmes qui tiennent justement des organisations, des associations, des grandes associations, nous regardons aux femmes qui promeuvent au quotidien un certain nombre de choses concernant l'action de la femme dans le monde politique. Aujourd'hui, où sont passées les femmes mères, où sont passées les sénatrices, où sont passées celles qui sont justement à la tête des institutions camerounaises? Pourquoi n'en disent-elles rien quand une femme est durement et brutalement tuée de cette façon? Dominique Audrey, votre point de vue? Je ne suis pas totalement d'accord avec vous lorsque vous dites que les femmes ne font rien. On a vu des femmes, des Camerounaises se dénuder en Occident. Non, mais vous parlez d'Occident, moi je parle d'un cas. Voilà ce qui s'est passé à Mouyouka. Quelle femme est sortie pour le moment? On a vu il y a à peine 2 semaines. Mais Marcel Gombe, c'est normal, elle appartient à un réseau. C'est d'abord une femme. Dans une organisation, la société civile. Kawala s'est exprimée, non? Justement. On a vu il y a 2 semaines des femmes de la basse se dénuder. Simplement parce qu'il y avait des problèmes ici, on les a taxés de prostituées. Attention, on va parler de basse, on aura le sentiment justement qu'on fait la promotion de... Merci beaucoup. Rien du tout. Ce sont des Camerounaises qui estiment qu'on ne doit plus tuer leurs frères comme ça. Même si on fait abstraction de ce à quoi elles appartiennent. Ce sont des personnes humaines, des femmes qui sont sensibles à cette douleur-là. Et qui s'indignent. Oui. Si c'était parmi moi aussi, je viendrais ici nue. Si ça allait faire comprendre aux gens que c'est trop, on doit arrêter.
on pourrait le faire également. Moi, c'est bien que Mbomboke parlait de ce qu'on pourrait faire. Parce que j'aurais eu envie de lui poser la question, Mbombo, comment on peut sortir de là rapidement? Et Donald Brice a cité le nombre de personnes à sa connaissance qui ont été tuées dans les mêmes circonstances. Combien de personnes, on ignore le décès, meurent tous les jours? Et je veux rappeler bien sûr qu'il y a des images qui circulent depuis un petit moment. Et alors on a reçu ces images à la rédaction d'Equinox Télévision. Ces corps qui jonchent les rues, les rivières. Du côté de Bamenda aujourd'hui, c'est ahurissant. On ne peut pas continuer comme ça, Michel Ngachou. Ça fait combien de temps les enfants là-bas ne vont pas à l'école? C'est énorme. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. Je sais pas, j'ai pas envie de dire qu'on doit accepter les revendications. J'ai pas envie de dire qu'on ne doit pas accepter les revendications. Mais ce que je sais, c'est qu'il faudrait d'abord qu'on arrête de tuer des gens. Parce que après, comment est-ce qu'on va reconstruire ce pays? Avec qui? Si tout le monde est déjà mort. C'est pour ça que j'ai dit hier que j'ai l'impression que nous ici, on est bien, on se la coule douce parce qu'on vaque librement à nos occupations. Mais si, et seulement si, ça se déportait ici, est-ce qu'on pourrait gérer? Si ça prenait une plus grande ampleur, on aurait tous à perdre. D'abord qu'on perd déjà énormément. Parce que le matériel, on peut en acquérir. Mais on ne meurt pas de Lorsqu'on foi. a une seule vie perdue, c'est justement Donc une nation maintenant, il n'y a que qui s'en va. le chef de l'État, M. Paul Biya, qui peut, aujourd'hui, on doit simplement se tourner vers lui. C'est lui seul, comme Père Mbomboka dit, qui peut décanter la situation avec le concours de la bonne presse. Alors, Karine Santia, vous nous faites savoir justement qu'il y a des réactions des internautes sur cette question, effectivement. Votre point de vue également, qu'est-ce que vous avez pu voir pour nous ce matin sur cette question-là? Alors, il y en a qui demandent à ceux qui sont allés... il y en a qui demandent à ceux qui soutiennent souvent les sécessionnistes de venir encore les soutenir parce que dans cet acte-ci, on veut bien savoir, quand chaque fois on veut toujours évoquer le début de l'histoire, de comment est-ce que ça a commencé, il y a des gens qui ne sont pas d'accord puisqu'au départ c'était des revendications corporatistes et aujourd'hui ça s'est transformé en sécession. Il y en a qui veulent bien savoir, maintenant il y en a qui disent que parfois ce ne sont même pas les sécessionnistes eux-mêmes, parfois ce sont des malfrats qui se sont joints au groupe, qui mélangent tout et qui emballent tout le monde par leur règlement de compte à 2 balles. Mais le temps de le faire, de filmer, c'est quoi l'intérêt? C'est ce qu'on a envie de comprendre. Le but, c'est de choquer et s'aimer la terreur pour montrer aux autres que si vous faites ça, voilà le sort qui vous sera réservé. Et vous savez que lorsqu'on le fait en temps de crise, ça veut dire qu'on a tué l'humanité, il n'y a plus rien, on n'a plus peur de rien. Et vous savez qu'avec les réseaux sociaux aussi, il y a une certaine liberté de partager les images qui fait en sorte qu'on n'a même plus peur de la sensibilité des personnes qui la reçoivent. Et les réseaux sociaux sont comme un book d'archives. C'est comme un book, c'est pour ça que c'est Facebook. C'est un book. Donc, à chaque fois que vous allez pouvoir chercher cette image-là, vous allez toujours la retrouver. Et c'est l'une des choses qui font en sorte que le Cameroun est devenu comme un ring sur lequel chacun... C'est pas un ring de boxe, hein, vraiment pas, parce que là, c'est organisé, mais un ring de catch, là où les combats sont sanglants, parce que tout le monde peut entrer et faire ce qu'il veut. Et ça devient désagréable de vivre cela. Et d'autres personnes qui commentent vont jusqu'à dire qu'il faudrait que les FMO descendent sur le terrain et ratissent totalement la zone. En tout cas, la réalité est telle que les Camerounais sont choqués. On n'a peut-être pas d'orientation, mais nous restons confiants et nous savons que l'armée camerounaise fera ce qu'elle a à faire, ce qu'elle sait faire. Dans cette zone, nous croyons également que les Camerounais, pour parler de l'universalité de la défense, sauront exactement ce qu'elles veulent faire dans cette zone. Et nous gardons l'espoir que c'est ceux-là qui ont été les auteurs de cette tuerie barbare, sauvages, sanguinaires soient arrêtés, présentés bien sûr aux Camerounais et qu'ils dénoncent et qu'ils disent exactement quelle a été leur motivation, comment est-ce qu'ils se sont pris que de nous brandir des photos qui ne nous servent à rien. Les Camerounais veulent savoir. Allons tout de suite savoir également ce que nous propose cette fois-ci Constille Lamine pour son deuxième passage sur cette antenne. Constille Lamine, vous nous parlez du correcteur de posture, semble-t-il. Bien entendu, je parle du correcta des posta. Je parle une fois de plus du correcta des posta, qui est bien cette jaquette médicale qui permet
d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Et je le conseille vivement à tous ceux-là qui passent le temps assis derrière un bureau, à ceux-là qui passent le temps assis derrière un volant, à ceux-là qui passent le temps assis derrière une machine à coudre, bien sûr, même les sportifs, ceux-là qui font les travaux durs. Et même si vous n'avez pas mal au dos, il est important de porter de temps en temps le correcteur de posture parce que ça permet de nous prévenir contre le mal de dos. Il est très important de se prévenir contre le mal de dos. Et l'élément qui permet de prévenir le mal de dos, chers téléspectateurs, c'est bel et bien le correcteur de posture. Ça fera bientôt 1 an que nous commercialisons le correcteur de posture au Cameroun. Et en Afrique, il se porte plutôt très bien parce qu'ils sont des milliers de personnes qui aujourd'hui utilisent le correcteur de posture. Donc ceux qui ne l'ont pas encore, bien entendu, il est question déjà de venir au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, pour acheter son correcteur de posture disponible en 2 couleurs, la couleur noire et la couleur blanche, disponible en plusieurs tailles. Vous avez la taille S, la taille M, la taille L, la taille XL, la taille double XL et la taille standard. Donc toutes ces tailles sont en vente au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, en face du palais d'Ika, au prix de 10 000 francs, qui reste toujours un prix de promotion, parce que le prix normal du correcteur de posture est de 12 000. Je l'ai déjà dit dans cette émission, mais comme le concept Salaka est ce concept de communication et ce concept de promotion, nous vendons le correcteur de posture à 10 000 francs et nous le vendons avec garantie, parce que tous les articles vendus au concept Salaka sont des articles non seulement de très bonne qualité, mais également arrosés d'une garantie. Donc, chers téléspectateurs, plus besoin de chercher les médias à 14h. Vous avez mal au dos, vous avez du mal à bien marcher, vous avez bien sûr des problèmes au niveau, c'est-à-dire vous avez les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du cou. Alors venez au magasin 1001 tapis, achetez votre correcteur de posture et portez-le régulièrement de lundi à dimanche, 3 à 4 fois par jour pour des séances de 45 à 1 heure de temps, et vous allez voir au fur et à mesure un changement au niveau de votre dos. Alors n'hésitez surtout pas, correcta de posta, naya correcta de posta, donc any man must get correcta de posta for 10,000 francs for that stuff, for magasin 1001 tapis. Merci à vous, madame, messieurs. On va dire simplement merci à Donabris Kamgang, Dominique Audrey, Karine Santia, Bonbon Bengan Kanji. Mais dire qu'en sortant ce programme ce matin, madame, messieurs, n'oubliez pas que la douleur est forte, la colère est forte. Nous pensons à ces enfants que cette femme a laissés à Mouyouka. Nous pensons à toutes ces familles qui meurent tous les jours dans ces zones en crise. Nous pensons justement à ceux-là qui sont partis et ces corps qu'on retrouve dans les rivières à Bamenda aujourd'hui. Et nous croyons, nous espérons, nous sommes téméraires que la paix qui est la nôtre restera justement un sauvegarde pour chacun d'entre nous. À demain, 10h.